est mauvais pour détecter le mensonge. Il n'y a que l'intelligence artificielle récemment qui montait à un taux de 80-84% à peu près. J'ai montré que je pouvais convertir des ingénieurs non-croyants à croire à la voyance. Les complotistes qui ont l'impression d'avoir découvert un peu le secret qu'on veut leur cacher, en étant eux une frange un peu les résistants de la pensée. Ça n'a aucun sens, mais on y croit, donc ça marche. C'est qu'aujourd'hui, on ne vote pas un programme. On va voter des émotions. Tu me donnes n'importe quelle partie, je suis convaincu de le faire passer. Les gens, ils donnent leurs avis sur des campagnes qui coûtent 20 millions, 30 millions, et ils prennent des décisions sur des idées bizarres. En fait, les meilleurs entretiens de vente, ils se rapprochent plus d'un entretien thérapeutique ou avec un médecin. Chaque persona, en fait, chaque groupe Exactement. de personnes, tu crées une pub vraiment spécifique. Je suis le seul à le faire. T'as le porno, t'as la drogue, la fenêtre. Si tu me dis j'ai plein de concurrents, eh ben je dis ok, ça m'intéresse. Parce qu'on peut craquer les mots de passe sur Hotmail très facilement en faisant un mot de passe oublié. Quel est votre animal préféré? Le chat. T'as enregistré Coca-Cola, bonheur, joie. Là, on comprend que c'est que des émotions et qu'on doit vendre des émotions. Là, le but, c'est vraiment de faire 1 million cette fois-ci par an. Bah Romain, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ce que je te propose pour que les gens te découvrent, on va aborder plein de sujets. Tu as déjà eu une vie remplie et riche en travaillant sur plein de domaines différents, mais avec un socle commun. Moi, je serais heureux que tu puisses peut-être démarrer en te présentant rapidement. Alors, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive et à la base, j'étais chercheur. Et mon travail consistait à comprendre les mécanismes d'influence et de persuasion. Alors, je travaillais plutôt pour la police, le ministère de la Défense. Notamment, je travaillais pour améliorer les méthodes d'interrogatoire. Et puis, par pur hasard, mais vraiment pur hasard, je suis parti dans le marketing, quelque chose de totalement opposé. En fait, je dénonçais une stratégie d'Apple de marketing. Je l'ai présenté dans une conférence de marketing où j'étais invité à présenter ses travaux. Et les gens ils ont dit oh, « c'est génial ». Et en fait, je suis parti dans le marketing. Voilà un peu comment je suis tombé dans ce milieu. Et pourquoi je me suis focalisé justement dans le marketing, c'est qu'il y avait un problème quand j'étais invité à participer à des réunions pour des grands groupes, dont, par exemple, il y avait le groupe Total. En fait, j'ai vu qu'ils se basaient leur connaissance sur une théorie du cerveau, en fait, qui n'était pas réelle, qui était souvent marquée par les pseudosciences. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et surtout que j'ai revu, parce que j'avais une mauvaise image du marketing. Forcément, c'était pas je détestais le marketing et la vente pour moi en tant qu'universitaire, c'était vraiment quelque chose de mal. Et en fait, surtout que j'ai apprécié le marketing et j'ai vu l'intérêt du marketing. Voilà pour faire. Alors, tu as dit déjà plein de choses. Avant de revenir, et ça va me passionner sur tout ce qui est autour de tes travaux liés aux interrogatoires, notamment avec la police. Comment est-ce que tu t'es intéressé aux mécanismes de persuasion? On en parlait un petit peu en off. Tu m'as dit que tu étais au CNRS du coup, au moment de tes recherches. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu en amont? Alors, quand on s'inscrit dans la psychologie, on prend des disciplines. Et moi, j'ai choisi la psychologie sociale et cognitive par hasard. C'était pas vraiment un choix que je voulais à la base. En fait, à la base, je voulais être thérapeute et j'ai fait une erreur sur Google. J'ai tapé entretien cognitif en pensant que c'était l'entretien qu'on réalisait pour faire des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et en fait, c'était un entretien judiciaire. Donc, j'ai été accepté dans le séminaire d'un des plus gros chercheurs dans ce domaine. Et je suis parti dans le judiciaire par pur hasard. Donc tu t'es trompé sur une recherche Google. Et ça a Exactement. changé complètement la suite de Ça ta a changé carrière. ma vie, en fait, parce que c'était pas le projet. Et vu que la personne, elle était impressionnante et elle sélectionnait un peu sur les notes, j'avais plutôt des bonnes notes, un beau dossier, on va dire. Et il a dit, je vous prends. Et j'ai pas eu l'occasion de dire non parce que il faisait 2 mètres et a des yeux. On a l'impression qu'il allait me tuer. Un gars qui travaille avec la police, donc solide, colonel en plus, avec un statut de colonel. Donc avec la gendarmerie, enfin, j'ai pas osé en fait. Et je me dis, j'ai gâché ma vie, c'est fini. Et en fait, j'ai trouvé la psychologie judiciaire super intéressante. Alors, c'est pas sur l'analyse des comportements, on est sur apporter des outils à la police. Détection de mensonges, entretien, comment mener un entretien de mise en cause, par exemple, ou un entretien de témoignage. Comment on interviewe un témoin. Et moi, je me suis spécialisé sur l'entretien, l'interrogatoire, parce que il était intéressant, car les méthodes, elles ont évolué. Avant, dans un interrogatoire, on avait une tendance à être plus directif, à accuser. Et Ce qu'on voit un peu à la télé, en fait. Ce qu'on voit encore à la télé, ce qui n'est pas la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt coopérer. On peut être suspect, mais on ne va pas directement mettre une pression sur la personne, comme dans les années 90 ou 2000. On va plutôt prendre le temps. Avant, on voulait des résultats rapides.
Mais les résultats rapides amenaient les policiers dans le monde, hein, pas qu'en France, à commettre des erreurs. Et donc des erreurs judiciaires, puisqu'on a des gens qui ont fait la prison, ils ont rien fait. Oui. Et en moyenne, c'est 14 ans de prison en moyenne, hein, Waouh. qui commettent avant qu'ils sortent. Donc ça détruit des vies. Et quand on va analyser les erreurs, des erreurs de témoignage, des erreurs de procédure, où la police veut aller trop vite, elle veut aller au résultat. Et du coup, aujourd'hui, on a changé le rythme, on va prendre le temps. Lui, il est suspect, mais on ne va pas lui dire. On va prendre le temps de cumuler les preuves et de le coincer au bon moment. Et ça a changé les pratiques. Aujourd'hui, on arrive à trouver plus ou moins les criminels ou les suspects en prenant le temps. Donc on est, à contrario de ce qu'on pourrait avoir dans l'imaginaire collectif, pas du tout dans l'appréhension de la gestuelle de la personne et dans des signaux non verbaux, mais au contraire vraiment sur le discours libre de la personne. Alors c'est très important ce que tu dis, parce qu'en effet, la croyance populaire, c'est qu'on va détecter le mensonge en regardant les micro-expressions. C'est dû à une série qui s'appelle Lie to Me. En réalité, les gens ne sont pas très très bons pour détecter le mensonge à partir des micro-expressions. C'est un peu un mythe. Et d'ailleurs, de manière générale, on est mauvais pour détecter le mensonge. Quand on voit des scènes sur YouTube où Avec il le faut détecteur vrai, de faux, mensonges. c'est simulé, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Il faut savoir que les personnes qui se prétendent très fortes à la détection du mensonge, quand on les teste sur un terrain, donc pour détecter les menteurs, ils ont un résultat de 54% en moyenne, proche du hasard. En fait, on peut tirer une pièce, pile ou face, on aura quasiment les mêmes résultats. Il n'y a que l'intelligence artificielle récemment qui est montée à un taux de 80-84% à peu près, mais encore une fois sur l'analyse verbale. En réalité, la détection de mensonges, on va utiliser des outils comme le SCAN, le CBCA, le Reality Monitoring, qui va analyser le discours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre la façon de se rappeler une information et de la créer. On ne va pas utiliser les mêmes mots, et surtout que quelqu'un qui va vivre une vraie scène, elle rapporte beaucoup plus d'informations sensorielles. Quelqu'un qui a créé, il ne peut pas inventer le son, les couleurs. C'est beaucoup plus dur pour lui de rajouter ces informations. Et donc, du coup, le but pour détecter le mensonge, il faut des interrogatoires avec beaucoup de discours. Donc, nous, on va obtenir du discours. Par exemple, on va demander 2 rappels. Premier rappel, voilà, vous êtes témoin d'une scène, vous êtes là pour nous aider, blablabla. Est-ce que vous pouvez vous rappeler la scène, voilà, tout ce que vous vous rappelez dans l'ordre. Premier rappel. Deuxième rappel, très bien, merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez apportées, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un deuxième rappel, enfin, rappeler une deuxième fois la scène, mais cette fois-ci, vous faites pause sur image et vous décrivez l'ensemble de la scène comme si c'était une photo. Et vous avancez image par image et vous nous décrivez tout. Alors, un menteur, déjà, il aura beaucoup de mal à rajouter des informations supplémentaires par rapport à quelqu'un qui dit la vérité, où lui, il aura une facilité à rajouter des informations. C'est comme ça qu'on va détecter le mensonge aujourd'hui. Alors, il y a d'autres outils, je ne vais pas tout donner, mais en gros, voilà ce qu'on va mettre en place. Et comment tu fais face à quelqu'un qui s'exprimerait peu ou qui donnerait finalement peu de détails, soit en ayant en tête ça, soit parce que la personne est peu loquace? Alors, c'est compliqué. C'est pour ça que la coopération, ça marche bien, parce que quand on est dans la méfiance, quand on est dans l'attaque, les gens se braquent et là, on perd de l'information. C'est pour ça qu'on va créer la coopération. On lui demande son accord, par exemple. On lui dit, voilà, est-ce que vous êtes prêt à nous aider, à coopérer, à nous donner le maximum d'informations pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et résoudre, par exemple, l'enquête. Enfin, on va dire le mot enquête, mais voilà. Investigation. Et toi, du coup, tu as été dans ces parties de recherche-là ou tu as accompagné et formé du coup, les deux. des interrogatoires? J'ai été dans la recherche. Okay. Donc, par exemple, j'ai créé un outil qui permet d'améliorer bizarrement et contre-intuitif la détection de mensonges et le rappel en faisant un entretien cognitif, qu'on appelle, sur Internet. C'est-à-dire en écrivant. Et quand les gens ils écrivent, ils rajoutent beaucoup plus de détails. Et je fais ça 2 fois. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Mais dedans, on va leur faire une consigne assez spécifique. On va leur demander de rappeler, avant d'écrire, les odeurs, l'environnement. On va les replacer mentalement dans la scène. Donc, on les plonge dans la scène. Et du coup, paf, ils nous rappellent plus d'informations. Et ça, est-ce que tu as pu identifier le pourcentage d'amélioration finalement de détection de mensonges Alors, ça améliore parce que c'est toujours... vu qu'on a plus d'éléments et que vu qu'il n'y a pas l'enquêteur qui influence, on a des récits de meilleure qualité à traiter. Maintenant, à dire qu'on détecte mieux le mensonge, peut-être avec de l'IA, mais c'est encore difficile. Parce que c'est vraiment... En fait, la détection de mensonge, déjà, ce n'est pas un élément juridique. Ça n'a aucune valeur. C'est un outil
qui va nous aider dans l'enquête. Et aujourd'hui, la détection du mensonge, c'est par rapport à ce que la personne a dit et les preuves de terrain qu'on va confronter. Donc, c'est-à-dire les preuves matérielles. Mais on ne va pas lui montrer ce qu'on a. On va avoir pas mal de discours. Et après, pas à pas, on va prendre des éléments et on va confronter la personne à des éléments qui sont incohérents, que nous on a, mais lui il ne le savait pas. Et c'est comme ça qu'on va confronter quelqu'un et qu'on va un peu plus ou moins avancer. Donc la détection de mensonges, c'est un outil qui va nous aider, mais ça n'a aucune validité scientifique au niveau d'un magistrat, d'un juge. Il ne peut pas se baser sur ça pour prendre une décision. Ouais, donc c'est vraiment la confrontation in fine qui va permettre de dire à la personne, ok, là tu vois bien que ce que tu nous dis tient pas la route, et de faire craquer la personne. Et surtout qu'elle a beaucoup parlé, donc elle ne peut plus trop modifier son discours. Et si elle le modifie, là, c'est là où on voit qu'il y a des incohérences, et les incohérences vont mener petit à petit à j'avoue. Ouais. Et tu parlais un petit peu d'IA, alors on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais tu disais, je crois que ce taux de 84% sur la détection verbale, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, je ne connais pas les études, elles sont assez récentes. Je les ai vues passer parce que je suis toujours abonné aux recherches dans ce domaine. En gros, c'est un algorithme qui s'appelle FRAP5, un truc de ce style, ou FRAN5, qui analyse tout simplement le contenu des conversations linguistiques, et qui arrive à détecter plus ou moins des récits mensongers, des récits véridiques en laboratoire. C'est-à-dire que c'est un matériel qui a été simulé. Hein. On a demandé à des gens de mentir et d'autres de dire la vérité. Donc, ce n'est pas des études de terrain. Et l'IA arrivait à discriminer avec l'analyse verbale si c'était un vrai ou un faux, au-delà de l'humain. Alors, t'en parlais dans une autre interview, et c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'explorer avec toi, sur l'influence des croyances profondes sur plein de thématiques, parce que j'imagine que c'est partie prenante des sciences cognitives. Ça, j'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour influencer, manipuler quelqu'un, avant qu'on rentre peut-être dans des verticales spécifiques, dans le cas où ça a une importance bon, là, c'est mon sujet de thèse. Donc, alors moi, j'ai travaillé sur l'influence des croyances, d'ailleurs, qui sera en lien avec le marketing. Hein, ce sera le même principe. Ce qui m'intéressait, c'est comment on change de croyance. Et en laboratoire, j'ai montré que je pouvais convertir des ingénieurs non-croyants à croire à la voyance ou à la télépathie. Alors comment ? En leur faisant expérimenter. Donc on faisait un jeu, tout simplement en laboratoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était truqué avec des compères, donc des complices, et eux, ils vivaient une expérience de télépathie. Okay. En plus, ils la vivaient eux, c'est-à-dire qu'eux, ils arrivaient à trouver eux-mêmes les cartes. Mais en fait, s'ils disaient je vois un rond, le complice, il ne savait pas que c'était un complice, parce qu'on les prenait dans la bibliothèque, donc il voyait bien qu'on recrutait quelqu'un devant lui. Elle dit, oui, c'est ça, c'est le rond. Comment tu as trouvé ? Et là, la personne dit, j'ai une intuition. Et là, elle nous dit, non, mais j'ai toujours eu une intuition, j'ai toujours quelque chose. Et on a vu que très rapidement, elle va adhérer à une nouvelle croyance, alors que juste avant, elle nous a raconté qu'elle ne croyait pas à la télépathie, qu'elle était athée, et c'était des étudiants souvent d'école d'AG. Ok. Donc des gens très carrés, très rationnels. Qui sont censés être rationnels, mais c'est un public qui nous plaît beaucoup, qui est intéressant, parce que ceux qui rentrent dans des sectes, justement, c'est pas monsieur tout le monde, c'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui ont fait des études, malgré ce qu'on peut croire. Beaucoup de gens ont fait des études, on avait vu des médecins, des pharmaciens, enfin, il y a de tout. Donc c'est pas ce qu'on peut entendre de la personne crédule, pas du tout. C'est des gens qui ont de l'argent, parce que les sectes, elles veulent bien sûr quelqu'un qui paye. Et là, en fait, on pouvait voir que très rapidement, on pouvait modifier les croyances de quelqu'un. C'est quoi le mécanisme, du coup, qui permet ça ? Alors, je pense, aujourd'hui, parce qu'on n'a rien de déterminé, c'est qu'on a besoin de croire. Notre cerveau est programmé pour croire. C'est ce que je défends comme hypothèse. Certains chercheurs ne sont pas d'accord. Alors, pourquoi moi j'y crois ? Parce que, par exemple, quand j'avais fait une expérience où il fallait répondre oui, non très rapidement. Donc oui, non. Et je posais des questions. Et une question, c'était croyez-vous à la vie après la mort ? Les croyants disaient oui très rapidement. Les non-croyants, ils disaient non, mais ils mettaient beaucoup plus de temps à dire non. Alors que quand je leur posais des questions, quand ils disaient non très rapide. Mais sans cette question-là, pourquoi ils mettent plus de temps à dire non ? Parce qu'intuitivement, ils pensent oui, mais c'est pas rationnel, donc ils inhibent leur pensée intuitive pour avoir une pensée analytique et dire non. C'est ce temps-là qu'on a mesuré.
Est-ce que pour ceux qui disent oui, il n'y a pas aussi le potentiel biais de confirmation parce qu'ils croient donc... Ils sont croyants, donc ils répondent à ce qu'ils croient. Ils sont catholiques, chrétiens, musulmans. Il n'y a pas oui, non. Ouais. Est-ce que, si je pose la question, est-ce que Tokyo c'est au Japon? Oui, parce que je sais que Tokyo est au Japon. Est-ce que je vis après la mort? Oui, parce que je suis croyant, imaginons. Donc Donc ça fait partie de mon de schéma son de univers. croyance et de Donc, valeur. lui, c'est pas une croyance, c'est normal. Oui, Ouais. c'est logique, la vie après la mort, il n'y a pas de doute dessus. Un athée ne croit pas, par définition, à la vie après la mort, ou un agnostique, pardon, pourquoi pas. Mais un athée qui nous dit, qui n'y croit pas avant, qui n'est pas croyant, sur un questionnaire, qui nous dit bien que finalement, il a une perception très rationnelle de la vie humaine. Il doit nous dire non, comme il dit non, comme tout le monde, non très rapidement. Ouais, bien sûr. C'est Et ça qui... Du coup, tu parles de religion. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que je sais que tu as bossé sur des sujets liés à la manipulation dans la religion, Ouais. des radicalisations. Alors, tu ne pourras pas forcément tout dire là-dessus, mais c'est quoi le mécanisme d'influence et de manipulation pour pas faire passer des gens qui sont potentiellement pas du tout croyants à finalement des extrémistes? Alors, le procédé il est assez simple en réalité. Généralement, je fais une démonstration en direct. Par exemple, je peux le faire sur toi rapidement. César, j'ai vu tout à l'heure, tu as parlé, tu t'es présenté, et en fait, tu es quelqu'un de super intelligent et très différent des autres. Je t'ai vu, j'ai pas mal analysé déjà, et je pense que même déjà avant, tu te sentais différent dans ton enfance. Tu vois, juste en disant ça, tu as vu l'effet que ça fait. C'est un shoot de dopamine. Tu fais Malade. sentir la personne spéciale en disant... Exactement. Tu le disais, je crois, dans une autre émission, tu es HPI. Enfin, je vois que tu es vraiment différent, spécial. Tu es quelqu'un de particulier. C'est ultra puissant pour un ado qui est en pleine remise en question, qui ne trouve pas sa place dans la société, peu importe sa religion. C'est très puissant quand une secte arrive sur cette démarche-là. Donc, quand tu es sur YouTube, tu mets un commentaire, quelqu'un qui arrive, il te dit waouh, tu as une bonne analyse, tu regardes cette vidéo. Donc, il t'envoie plein de vidéos. Et au fur et à mesure, tu commences à adhérer en fait au message, et on te dit ouais, mais t'es différent des autres, t'es intelligent. Et toi, tu comprends pourquoi t'es différent, pourquoi t'as pas réussi. C'est ultra puissant. Et ça marche très bien avec les complotistes qui ont l'impression d'avoir découvert un peu le secret qu'on veut leur cacher, en étant eux une frange un peu les résistants de la pensée. Alors, chez les complotistes, on aura un autre levier qui est le besoin d'unicité. C'est un besoin de se différencier et de trouver une explication aussi souvent à leurs conditions. Donc c'est très proche. La différence, c'est que dans ceux qui manipulent, ils te valorisent tellement, ils te mettent tellement en mode t'es incroyable, que tu recherches encore cette récompense. C'est des pics de dopamine incroyables, de dire ouais, t'es incroyable. Même les parents n'ont jamais dit ça à ces gamins. Enfin, ces gamins, il y a de tout âge, mais Ouais, bien sûr. donc eux, forcément, ils adhèrent au message derrière. Et justement, émotionnellement, c'est parfait. ouais. Et comment tu fais du coup pour te prémunir de ça en disant on peut évidemment mettre en prison ceux qui prévoient des attentats, ça, ou qui veulent en commettre, c'est une évidence, mais avant ça, quel travail on peut faire là-dessus? C'est dur. Je ne suis pas le meilleur dans le domaine parce que il y a beaucoup de croyants. Il y a énormément de croyants en France, dans le monde. Maintenant, il y a des dérives de ces croyances dans tous les domaines. Enfin, on trouve ces dérives. Comment se protéger? C'est à part connaître les mécaniques derrière. Je ne sais pas si on peut vraiment se protéger parce que même les personnes qui ont fait des études de médecine, qui sont censées avoir cette connaissance, elles tombent sur des pseudosciences ou elles adhèrent à des pseudosciences qui sont tellement à côté de la plaque, et malgré leur niveau d'études. Donc, pas évident. Je ne sais pas comment faire aujourd'hui parce que on parle d'irrationalité, mais on l'observe à tous les niveaux, cette irrationalité. Au même niveau de l'État. L'État prend des décisions qui sont irrationnelles. L'humain prend des décisions qui sont irrationnelles. Donc, étant donné que j'ai travaillé beaucoup sur la croyance, qu'on est tous croyants, parce que les gens on croit tous en quelque chose. On croit tous déjà en quelque chose, c'est ça, et c'est pas évident. Même notre monde, il n'a aucun sens. On croit qu'en achetant, j'ai rien contre, au contraire, je suis pour. Mais des beaux objets, des belles montres, on va être meilleur. Et on se sent meilleur. Et même si on sait au fond de nous que c'est pas vrai, on va quand même jouer ce jeu-là, quoi. Bien sûr, et ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est quoi? C'est un contrôle de, je sais pas, de nos neurotransmetteurs qui nous dominent, comme l'addiction au sucre ou ce genre de mécanisme? Non, c'est que peut-être, mais on a surtout besoin de comprendre notre monde pour le prédire. Donc notre monde, en effet, il est totalement bizarre. Parce que Homo sapiens, notre cerveau, il n'est pas adapté à ce monde-là qui nous entoure. Il est très bizarre. Les gens, on doit s'habiller pour avoir chaud.
Non, on s'habille pour bien se présenter. Ça n'a aucun sens. Mais on y croit, donc ça marche. Mais c'est de la croyance. Car ça n'a strictement aucun sens pour notre survie. Qu'on achète des vêtements d'une marque ou pas. Ça n'a aucun impact. Normalement, on n'est pas censé manger tout ce qu'on mange. Donc, ce monde est de base comme ça. Donc, il faut l'accepter. C'est notre monde. On vit, on communique de cette façon. Mais je ne peux pas dire que notre monde est meilleur qu'un autre. Bien sûr. On est dans un système de croyance de base. Et notre croyance fait qu'on va aimer certaines choses ou pas. On va le voir en marketing, puisque le marketing va influencer le goût qu'on ressent dans notre bouche. Ce qui est fou. Ce qui n'a aucun sens. Mais les relations, c'est pareil. L'amour, c'est pareil. Dès qu'on a un jugement, on va se baser finalement sur des croyances. Donc nos croyances vont influencer notre perception. Je peux t'influencer sur les couleurs, sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens. Dans un restaurant, tu n'auras pas le même goût en fonction de l'environnement, qui va influencer le goût que tu vas recevoir dans la bouche. Ce qui n'a aucun sens. Oui, bien sûr. Ce que tu es en fait un peu en train de dire, même si ça peut nous faire sortir un peu du sujet, c'est qu'en fait, nos croyances créent notre propre réalité. Et on a besoin de ça. Et on a des croyances personnelles et des croyances communes. Et on marche sur des croyances communes. Le bien et le mal, on ne sait pas ce qui est réellement bien ou mal. Oui, parce que ça est différent d'une personne à l'autre. Ça diffère d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Avant, tuer des gens, les manger pour une certaine culture, oui, non, c'est normal. C'est pas mal pour eux. Mais pour nous, c'est totalement bizarre. Ouais, bien sûr. Ce qui est normal au Japon n'est pas normal en France. Et ça va être choquant. Bien sûr. Chacun a un système de croyance, une norme qui permet de prédire notre environnement et de communiquer. Donc la croyance, c'est pas évident. C'est un matériau complexe parce que très... C'est complexe. Ouais. C'est un sujet très complexe. Ouais. Justement, on se sent un peu toute la journée avec un influx d'informations sur tous les sujets politiques. Dans la persuasion et la manipulation, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur la politique. Comment est-ce qu'eux se servent des outils, on parlera de marketing évidemment après, pour justement que ce soit nous influencer ou nous faire croire, avoir de nouvelles croyances? La politique, alors, pardon. Alors pour la politique, c'est ce que je regrette le plus, c'est qu'aujourd'hui on ne vote pas un programme. Pour être dans le domaine, forcément, c'est mon domaine, l'influence et la persuasion, on va voter des émotions. Si je demande à des gens, à des personnes, n'importe qui, pourquoi tu as voté pour un tel? Il va me donner une ou deux raisons. Mais c'est quoi son programme? Il ne sait pas. Ouais. Il ne pourra pas me défendre le programme. Parce qu'on va s'attacher à une ou deux idées. Et les politiciens vont le comprendre. S'ils veulent être président, ils n'ont aucun intérêt à faire un vrai programme, être rationnel, parce que ça ne marchera pas. Clinton avait fait ça. Il s'est fait battre par un mec qui a un programme totalement à côté de la plaque, émotionnel comme pas possible, donc Trump. Et ça a surpris tout le monde. Parce qu'il était dernier chez les Républicains. Il est passé premier. Il est passé, on disait qu'il n'allait pas être élu. Il a été élu. C'était improbable. Mais il parlait aux émotions. Il a activé de la colère chez les gens. Et de la colère très simple. Et puis il proposait des solutions qu'on pouvait visualiser. Un peu démagogique, mais certes, qui parlait aux gens. Ça parlait aux gens. Immigration, ok. C'est les Mexicains, ok. On met un mur, ok. Tu as une image d'un mur. Très c'est simple. Super simple. Ouais. Et les gens ont adhéré à ce message. Si je dis Trump, immigration, tu penses à mur. Si je te dis Clinton, immigration, tu ne penses à rien. Parce que c'était super technique. Clinton était, je pense, son programme était beaucoup plus mieux, plus précis. Mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, la politique, c'est ça. C'est une question de communication. Donc, quand on communique, on va réduire l'information, puis surtout, on ne va pas dire la vérité. Et c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, on vote clairement sur nos émotions. Et donc, en fait, leur problématique à eux aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je génère de l'émotion chez les gens. Et il y a deux phénomènes. Il y a la casse des résonances des réseaux sociaux, avec TikTok, Exactement. X, tous ces réseaux qui créent aussi des fake news. Comment est-ce qu'eux arrivent à jouer avec ces mécanismes-là de l'information? Alors, aujourd'hui, on va prendre... je ne suis pas spécialiste aujourd'hui de ce domaine, mais on peut prendre les dernières élections. On voit des montées, des partis qui ont monté très rapidement avec des shorts TikTok, où justement, ils vont sélectionner les meilleures séquences. Donc, on fait un cherry picking, c'est qu'on va prendre les meilleures séquences, on va les mettre en avant, et nous, on voit que ça. Donc, il y a un biais de confirmation, on ne voit pas le reste. Donc, on n'a pas l'ensemble du programme, on n'a pas l'ensemble de l'interview. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, qui influencent. On va reprendre des éléments de politique, on va les couper et en les sortant de leur contexte. C'est la création de la fausse information aujourd'hui, ce qui est grave, en fait, sur le principe. Moi, je défends et j'attaque surtout ce style de communication, qui est de la manipulation très proche, parce qu'on est sur du mensonge. Et également sur les marques, parce que je ne défends pas toutes les marques. Il y a des marques, pareil, qui ne vendent pas un bon produit,
et qui ne disent pas vraiment la vérité sur comment ils fabriquent le produit. Pareil, on est sur du mensonge. C'est pas quelque chose déjà, c'est pas mes clients, mais c'est quelque chose que je dénonce pas mal. Et la politique, c'est pour ça que je peux pas y adhérer, parce que ils font que de la communication. On élit le meilleur marketeur, tout simplement. C'est exactement ce qui se passe. Donc, Puis on dit souvent en plus qu'en politique, on a une mémoire assez courte, donc après 6 mois, on oublie ce que la personne a pu faire avant. Donc, se connaissant de la masse et toute une question de communication, c'est toute une question vraiment de com. Heureusement qu'ils ne maîtrisent pas tous très bien la communication, parce que ils sont mauvais de manière générale. Et s'ils étaient très très bons, je pense que c'est très facile de passer numéro 1 ouais. en étant vraiment très bon. Là, tous les partis, ils ont été très Tu mauvais. veux dire que tu serais une arme dangereuse pour un politique qui aurait envie d'être Totalement. élu? Si tu me donnes n'importe quel parti, je suis convaincu de le faire passer. Ok. Si on applique toutes les stratégies. Mais ils sont pas bons, parce que c'est pas des gens qui ont une culture du marketing. C'est des gens qui payent les communications pas très chères. Ils n'ont pas cette culture-là. Mais quelqu'un comme Trump, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais, bien sûr. Brexit et Trump, ils ont pris des gars comme moi, qui avaient la même formation que moi, en économie comportementale. Et c'est pour ça que le Brexit est passé. Ils ont fait des stratégies qui fonctionnent. Trump, c'est impossible. Trump, il était dernier des derniers. On ne peut pas monter comme ça. Ça s'est jamais vu. Quelqu'un qui part du en bas et qui remonte d'un coup. Très rarement. Bien sûr. Il n'aurait jamais pu le faire sans marketing, sans des gens de mon domaine qui a donné des conseils. Et c'est très bon ce qu'il a fait. Malheureusement, c'est très bon. Ouais. Si aujourd'hui, un parti politique prenait ces outils-là, oui, il passe. Si c'était le RN, si le RN avait utilisé des bons outils, Tu penses qu'il serait déjà au pouvoir? là, certains. Ouais. Ils sont très. Alors, là, ils sont bons parce qu'il y a un contexte, mais ils sont mauvais. Le nouveau Front Populaire, mauvais. Ils font trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs. Le parti de Macron, alors incroyable, lui, il a un coup de bol de ouf parce qu'il a profité De plein de conditions. de conditions politiques. Mais il a fait pas mal d'erreurs également. Et il a fait des erreurs de communication tout le long de sa campagne. Et justement, est-ce que tu as en tête que ce soit un parti ou une personne politique qui aurait un peu les balbutiements de dans la communication qui a Pas en des codes France. Pas en France. Parce que sinon, cette personne-là serait globalement élue ou... Alors, en fait, c'est tout nouveau déjà. Ils ne connaissent pas. Ils n'apprennent pas ça dans les écoles parce qu'ils sont sur un modèle de l'humain rationnel qui n'est pas validé aujourd'hui. Mais en fait, ils apprennent des choses qui sont fausses sur l'humain. Donc, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas ces connaissances. Et c'est très nouveau le marketing qu'on réalise aujourd'hui. Ouais. Il y a très peu de boîtes qui appliquent tout. Il y a Apple, Amazon. Mais en fait, il y a Coca-Cola. Il y a très peu de boîtes qui appliquent. Il n'y a que Trump qui applique vraiment de la stratégie aujourd'hui. Trump le fait, mais à part Trump et le Brexit en Angleterre, on ne connaît pas aujourd'hui, c'est nouveau. Ouais, d'exemples qui ont fonctionné. Ils vont le faire plus tard, quand ils vont s'en rendre compte, mais il y a toujours 20-30 ans. Justement, c'est pas le risque si demain tout le monde se rend compte de cette manière de faire, que tout le monde le fasse et que du coup les gens soient un peu perdus Ah mais ça va être ça, parce qu'aujourd'hui, avec de l'IA, avec les fake news, on peut créer de la fausse information, ça va être ça. Ça me fait peur, parce que à chaque fois qu'un politique parle, et que je connais le sujet, il se trompe. C'est-à-dire que ce qu'il dit est faux. C'est littéralement le faux. Et dès que ça parle à la télé, souvent, c'est faux. Donc en fait, on prend des décisions sur des fausses informations. Et c'est ça qui est choquant et surprenant. Alors même sur LinkedIn, quand je passe sur le fil, il y a tellement de fausses analyses. Et les gens, ils ont des émotions, ils prennent des décisions à partir de choses qui sont entièrement fausses. Et ça fait très peur. Ça fait très peur, puisqu'on voit même des gens qui font des fake news sur TikTok et qui sont influencés. Et donc là, on est dans une démocratie, je sais pas. Oui, parce que ça prend sur notre liberté finalement. Si on nous fait penser que c'est la réalité parce qu'il n'y a pas d'élément de contrôle en disant que c'est une plateforme et qu'elle est juste là pour, de manière neutre, relayer de l'information mais qu'elle n'en est pas responsable, en fait, on peut être abreuvé d'informations qui est complètement fausse. C'est ça. En fait, il faut faire très attention. Les médias, à chaque fois que les médias vont prendre la parole sur un sujet et que je connais le sujet, ils se trompent. Mais en plus, maintenant, sur TikTok, Instagram, LinkedIn, pareil, ils vont déformer l'information, ils vont la sortir de son contexte. Le problème, c'est qu'un sujet est toujours plus complexe qu'on le pense. Quand on n'est pas expert du domaine, souvent on se trompe. Et là, ils réduisent tout à des trucs très très simples et ça fait assez peur. Ouais. Ça fait assez peur. T'en parlais en introduction et là juste avant avec Apple. Du coup, je crois que tu es allé un jour dans une conférence et tu t'es dit peut-être que finalement mon métier de chercheur il peut changer un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là de ta vie? En fait, j'avais vu des pubs, c'est pas des pubs, dans les séries, il y avait le logo Apple qui était affiché.
Et dans certaines séries, il était caché, il était flouté. Mais vous pouvez reconnaître que c'était Apple. Et je me suis dit, mais est-ce que si on montre la marque par rapport à cacher la marque, Il y a un impact. quel est l'impact? Est-ce qu'il y a un impact déjà? Mais surtout, est-ce que dans l'une des deux versions, la deuxième version, elle est plus forte? En fait, donc j'ai présenté les marques et j'ai fait un rappel de mémoire. Ben, les gens se rappelaient plus de la marque Apple quand je cachais le logo. Pourquoi? Parce qu'ils disent Hé, je vois que c'est le logo Apple, je suis pas bête, j'ai reconnu. Donc ils interagissent avec la marque, que dans l'autre, ils voient juste la marque. Ce qui est normal. Bon, les marques, on les voit partout. Mais là, ils cachent, mais j'ai reconnu, c'est Apple. Donc là, ils se souviennent car ils ont interagi. Donc c'était plus fort en termes de mémoire de la marque. Donc quand on cache le logo Apple dans les séries, c'est plus efficace. Je présente ces données pour dénoncer un peu le truc. Mais ça n'a pas du tout été pris comme ça, en fait, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui vient dénoncer. Et en fait, les gens ils se disent « Oh, c'est génial, trop bien !» Et puis on m'a invité à des comités marketing pour avoir un regard critique. Et là, j'ai découvert réellement le marketing. Que le marketing, c'était pas pour manipuler, pour... Enfin, moi, j'étais dans... Voilà, vraiment tous les stéréotypes. Hein, vraiment, blocage de fac, et les écoles de commerce, je détestais. Aujourd'hui, j'enseigne dans les écoles de commerce. Donc, et en fait, pour moi, le marketing, c'était la manipulation du mensonge. Et en fait, j'ai vu que non, pas du tout. Et là, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, ce qui m'a intéressé le plus, c'est quand j'ai fait un comité pour une grande marque de luxe que je ne peux pas citer aujourd'hui. Les gens, ils donnent leurs avis sur des campagnes qui coûtent 20 millions, 30 millions, et ils prennent des décisions sur des idées bizarres. Donc pas du tout baqués par la science, qui sont Pas du tout. des stéréotypes qu'ils ont entendus des milliers de fois, mais qui J'ai sont pas entendu des forcément... choses incroyables. Il faut mettre l'image à gauche car c'est le passé, blabla. Enfin, des trucs qui j'entends parler pour la première fois du cerveau reptilien. Alors que en psycho, on fait 25% de neurosciences. À toutes les universités au monde, on n'a jamais entendu parler de ça. Ça, c'est un truc qui existe sur Internet, mais qui n'existe pas dans la science. Le cerveau reptilien, c'est pareil, les théories un peu, pas complotistes, mais on n'est pas loin de ces sujets-là. Alors pour nous, en tout cas, c'est quand tu dis cerveau reptilien, un mec qui a fait des neurosciences, c'est comme si tu disais terre plate à quelqu'un qui fait de la physique. ça. C'est pas du tout comme ça, mais c'est vraiment très loin de la réalité. Il n'y a pas 3 couches pour avoir observé plusieurs cerveaux. C'est un cerveau, il est global. Il n'y a pas eu d'évolution par couche successive. C'est le cerveau, il a grossi. Les rats, les reptiles ont un cortex, ont une sorte de néocortex, comme ils appellent. Enfin, ça sort de nulle part, ça sort d'une théorie d'un chercheur qui a proposé ça, qui a été réfuté directement, parce que ça prenait en compte la psychanalyse. Mais voilà, c'était réfuté, et puis après on a l'imagerie cérébrale, donc on voit aujourd'hui comment ça fonctionne. Ouais. Mais il y a un auteur qui a repris cette théorie, qui l'a popularisée, et puis ensuite il y a tout un programme qui s'appelle la programmation neurolinguistique, qui a repris ça, sans vraiment vérifier, et qui l'a popularisé, et aujourd'hui c'est plus connu que la vraie théorie aujourd'hui. Mais si une personne a fait des études de neurosciences à l'université, jamais elle a entendu parler de cette théorie. Moi, j'ai entendu parler dans les entreprises. Ouais. Là, je me suis dit, waouh, ils se basent sur des trucs faux. Donc tu dis, c'est dingue que des grosses entreprises qui font des campagnes de pub énormes dépensent autant d'argent sur des sujets qui sont faux. Ils appuient leurs décisions sur des mythes. Et d'ailleurs, certains ne marchent pas, certaines campagnes marchent. En fait, ils font, chacun arrive avec leur créativité, avec des idées. Mais en fait, ils ne connaissent pas l'humain. Je me rends compte qu'ils ne connaissent pas l'humain. Et là, je me dis, OK, j'interviens. J'explique pourquoi c'est faux. J'explique tout. Et là, ils étaient silence total. Parce que tu les remets complètement en question. C'est-à-dire que pour eux, c'est... Là, ça a été compliqué parce qu'en face, il y a les consultants. Alors, il faut savoir que quand j'étais chercheur, moi, la séance de coaching, j'ai fait payer... j'avais dit 800 € à l'époque. Et puis, j'ai fait un déménagement de ma mère récemment et j'ai retrouvé combien j'avais facturé. J'avais une idée de 800 €. Pas du tout. J'ai facturé 200 €. Waouh. Ils m'ont payé les frais, le transport, mais les autres en face de moi, ils étaient payés entre 2000, 5000, ils étaient tous bien habillés. Donc là, il faut savoir que c'est un comité pour une grande marque de luxe. C'est problématique parce que j'ai pas les codes, je suis mal habillé, je suis pas comme eux, en tout cas, je suis pas habillé comme eux, je connais pas le luxe comme eux, je connais pas la marque aussi bien et je suis pas habillé, je suis habillé comme
un chercheur. Ouais, bien Vraiment sûr. basique, quoi. Sans te poser la question, quoi, en fait. Ben oui, donc là, eux, ils ont un dilemme. Ils ont un dilemme avec un gars qui semble dire quelque chose d'intéressant, qui est chercheur, qui a une autorité, mais qui s'habille mal, qui ne semble pas avoir de l'argent. Donc c'est bizarre pour eux. Donc là, ils sont dans un état de je ne sais pas. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec lui? Est-ce que c'est crédible ou pas? Ils savent pas. Hmm. Les consultants qui disaient vraiment n'importe quoi, oui, ils avaient la classe. Ah, c'est sûr, ils avaient la belle écharpe, ils avaient tout de nickel. Moi, j'ai pas les codes. Donc, ça a été compliqué. Et puis, il y a un gars qui venait d'une autre entreprise qui a dit non, mais lui, c'est ça qu'il faut. Et qui a quand même réussi à intégrer et à faire un programme de recherche. Ok. Donc, il n'y avait pas ce gars-là. Je n'aurais pas aujourd'hui fait du marketing déjà. Et qui a eu l'idée, en fait, qui a dit ouais, ben, en fait, oui, je comprends, c'est un chercheur. Il n'a pas les codes, il n'est pas dans le monde du luxe, il n'est pas dans la mode. Voilà, il a compris le contexte. Ouais, Que bien sûr. j'étais, il s'est dit, bon, c'est le gars, il a des bouquins, voilà, c'est pas grave. Mais il y a de la connaissance, on va mettre à jour nos connaissances et ça va être intéressant. Donc, tu as fait des recherches spécifiquement pour ce groupe de luxe ou dans un cadre plus général? Non, là, mon laboratoire et moi-même, on a fait des recherches sur des contrats de recherche Ok. avec eux et avec d'autres boîtes. Il y a Total Energy sur des programmes écologiques. Ok. Pas sur des programmes liés au pétrole, parce que le scénariste quand même fait très attention Ok. à ce qu'il propose, enfin avec qui il travaille. Et donc voilà, ça s'est mis comme ça. Donc, ça a été ton premier pied finalement Ouais. dans le marketing au travers de la recherche. Mais très rapidement, le bouche à oreille m'a amené à faire des conférences et à être payé pour les conférences. Parce que là, j'ai commencé à comprendre que Ça a généré de l'argent. oui, Ça voilà, avait de parce que l'impact économique derrière. ah oui, quoi. parce que moi, je facturais pas cher. Bah La oui, puis les conférence, chercheurs au CNRS, c'est pas la même chose que les groupes de luxe peuvent facturer. bien sûr, moi, la première conférence, j'ai facturé, j'étais trop content. J'avais l'impression d'avoir fait une bête d'affaires, 400 €, j'étais trop content. Puis, je vois que les personnes elles disent ah, c'est super. Hein. Par contre, qu'est-ce que vous êtes pas cher? Moi, 400 € de plus de mon salaire. C'était C'est énorme. énorme pour moi, Ouais. j'étais trop content. Limite, j'ai dit ouais, je suis trop fier de mon coup, quoi. Et en fait, je vois que mes confrères, ils facturent à 2005, 3000. Et là, je dis, ah ouais, je peux faire ça en fait. Et un jour, je teste. Et là, je suis là, ça, j'avais passé, et puis là, devis accepté, 2005. C'est énorme, 2005. Et là, je me mets auto-entrepreneur. Ouais, donc ça casse tes croyances Ah ouais. limitantes là-dessus, quoi. Ah ouais, non, mais moi, je viens d'un monde qui n'est pas celui de. Enfin, ça, c'est pas possible pour moi en fait. Ouais. J'avais pas le même rapport à l'argent. Et là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de demandes de formation. Et les formations, je savais pas combien c'était payé, pareil. Mais là, il y a quelqu'un qui est pas con, qui m'explique. Il m'a dit fais payer 4005, ça va aller. Et ça passe. Et le problème, c'est que 2 jours de formation, donc 2 fois 7 heures, j'ai gagné beaucoup plus que mon salaire Ouais. de chercheur. Donc il y a un vrai arbitrage à poser à un moment donné. Là, il y avait un vrai arbitrage parce que mon statut d'auto-entrepreneur passait les 30K. C'était à l'époque, c'était la limite. Et c'était déjà beaucoup plus avec moins de travail. Et il y avait une décision à prendre. Donc à partir de là, je décide de quitter la recherche pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais au lieu de donner des conseils, étant donné que j'avais des super retours de mes clients, j'ai décidé avec un associé qui habitait au Luxembourg d'être payé au résultat. Et là, je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat, dans un monde. Pourquoi être payé au résultat et pas forcément créer toi ta boîte, avoir une idée, de dire bon bah Alors, en fait je vais appliquer pour moi-même finalement ce que je peux enseigner. C'est une très bonne question. Il faut savoir encore une fois que je viens d'un milieu où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on est chercheur, moi, je suis plutôt situé à gauche. Forcément, on est tous dans un écosystème. J'ai connu que l'enseignement. Je ne connaissais pas le privé. J'ai beaucoup travaillé pour payer mes études. Mais j'ai pas, voilà, j'ai fait mes études, j'ai enchaîné avec des postes. Je connais pas tout ça. C'est un milieu Ouais, donc c'est même pas une voie, une option pour toi de te dire je vais créer à un moment donné ma boîte pour entreprendre quelque chose. Oui, alors moi je voulais faire une boîte de conférences et de faire Ouais, plein de c'est ça. conférences et de formation. Mais en fait, vu que mes clients avaient beaucoup de résultats, je donne un exemple. J'ai formé des commerciaux parce qu'on a beaucoup analysé les situations d'entretien de vente. Et le gars, il a payé, alors, formé tous ses commerciaux. Hein. Donc il a payé 40 000 €. C'était une boîte de quoi si tu peux en parler? Pour vendre des produits pour des Pharmaceutiques pharmaceutiques, mais des produits pour les pharmaciens. Ok. Par exemple des béquilles, des chaises Ok. roulantes et tout ça. Donc c'est 40 000 €, mais sur 2 ans, parce qu'il faut former les commerciaux. Donc c'est des contrats, t'enchaînes par session de 12 Ok. commerciaux. Ils sont 200, donc, alors, si tu calcules, à un moment donné, tu arrives à ce prix. Ok. Et je dis, waouh, 40 000 €, pour une boîte, c'est
énorme comme Jackpot, prix. ouais. Et puis, je comprends que la personne, de plus, elle a fait 1,3 million. Waouh. Et là, je calcule 40 000 euros, 1,3 million. Ah ouais, quand même. C'est pas beaucoup, en fait, par rapport à ce que je lui ai apporté, parce qu'il ne savait pas vendre bien. 1,3 million de plus, mais combien il De générait plus, avant Je sais pas, 7 à 8 millions, je pense, déjà. Ok. Peut-être un peu moins, je m'en souviens pas. Je sais ce qu'il a fait 1,3 million avec l'avant-après. Tous les commerciaux ont augmenté leur vente. Ok. Tous. Après la formation, parce que je leur donnais des conseils. On savait que ça marchait, parce qu'on les a testés en laboratoire. On Ouais. savait que c'était solide. C'est pas des trucs qui sortent du chapeau. Et avec très peu de conseils en plus, eux, ça les a... Justement, d'être Ça- plus sur l'émotionnel et moins chercher à répondre aux objections, c'était quoi un peu les conseils là-dessus? Les conseils, en fait, nous, ce qu'on a analysé sur les entretiens, c'est que la croyance populaire, c'est qu'il faut convaincre, vendre le produit. Donc les commerciaux avec ce stéréotype de vente de produits. On a montré que pas du tout. En fait, les meilleurs entretiens de vente, ils se rapprochent plus de un entretien thérapeutique ou avec un médecin. J'ai un problème et je vous propose, je vous explique pourquoi vous avez ce problème et à la fin, je peux vous proposer une solution. Donc on est sur un échange comme un médecin au tout début. Comme une consultation, en Comme fait. une consultation sur les 70% d'entretien et la vente, elle arrive à la fin. Et bien ça a décomplexé des gens qui étaient techniques, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des études de pharmacie, qui n'aimaient pas ce côté vente, et ça les a décomplexés. Je leur dis, si vous ne pouvez pas les aider, vous ne vendez pas, ça les a enlevé un poids. Et en fait, Oui, ils sont beaucoup plus naturel- alignés avec leur mission. Totalement. Et à partir de là, en faisant ce qu'on appelle un pic NN, donc un pic émotionnel, on descend et on monte, et ben, en faisant ce schéma-là, en injectant des émotions, ben, la vente, elle se faisait tranquillement. Comment tu crées ce pic, justement? Alors, pour créer ce pic, il faut poser des questions. Parce que toi, tu ne dois pas activer des émotions négatives. C'est le client qui doit les parler. Donc, tu poses des questions. Par exemple, Qui te parle de sa douleur, potentiellement, de ce qui se passe mal. tu viens me voir, tu as un nouveau site internet. Je te dis, très bien, pourquoi souhaites-tu un nouveau site internet maintenant? Pourquoi active la cause? Maintenant, active l'urgence. Et toi, tu parles directement de ton problème. Donc, tu vas dans les émotions. Très bien. Et selon toi, pourquoi ton site internet aujourd'hui, il ne fonctionne pas? Ah, il est moche, mon site. Ben lui, je connais son niveau en fait de connaissance. Ah, je sais pas, ou peut-être il dit ouais, je pense que c'est ça. Donc moi, je sais s'il se trompe ou pas. Et à partir de là, je vais pas vendre mon site internet, je vais vendre la connaissance. Et je vais dire en fait, aujourd'hui, si ça marche pas, parce qu'il y a plusieurs raisons. Là, vous avez beaucoup trop de texte, on comprend pas. Lui, il dit ah ouais, ok, ah oui, j'avais pas compris. Les gens, je lui explique, les gens, ils veulent pas travailler quand ils arrivent sur ton site. Ils veulent pas. Il y a plein de sites, ils tapent fenêtre PVC. Il y a 5 concurrents qui arrivent directement, 5-10 concurrents sur Google. Ils veulent voir le plus simple. Et là, c'est trop compliqué. Lui, il dit, ah ouais, ah, je comprends. Oh, pourtant, ce site, je l'ai payé 8000 balles et tout. Donc là, il comprend son problème. Oui, bien sûr. Et après, je lui dis des solutions. Comment il peut convaincre en moins de 10 secondes. Et je lui donne déjà plein de trucs. C'est signé. De suite. Je travaille avec vous. Et pourtant, c'est des personnes qui comparent. Non, on gagnait le devis à chaque fois. Parce Ouais, donc que c'est une posture conseil qui est hyper satisfaisante. totalement. On était ultra sincères. Et quand on ne pouvait pas les aider, on leur disait on ne pourra pas vous aider, ce sera trop compliqué, on va vous orienter. Ben, même les gens ils disent ah non, mais je veux travailler avec vous. Ouais. Et en fait, et ça marche en B2B et dans la rénovation. C'est pour vendre des produits souvent plus chers. Ok. Ça marche pas forcément pour les gens qui vendent le bas de gamme ou le prix, le marché le moins bien. D'ailleurs, c'est pas mes clients. Mes clients, c'est des personnes qui apportent une valeur à la planète ou à leurs clients. Mais quand tu apportes une valeur, tu es plus cher. Ouais. Et ce plus cher, ben, ils n'arrivent pas à le justifier. Moi, j'interviens ici. J'interviens sur cette justification. Et là, on change les méthodes de vente. Et à chaque fois que je suis intervenu, à chaque fois, ils ont augmenté les ventes. Et donc, il y a eu ce cas-là. Mhm. Ce cas, et il y a d'autres cas. J'aide quelqu'un qui vend des matelas, Ok. qui s'appelle Ipnia. Donc, je change, très connu. Hein. C'est un des leaders Ok. dans le domaine. Mais au départ, il n'y était pas. Et on refait son site web, on donne des super conseils. Aujourd'hui, c'est un des leaders dans le matelas. C'est quoi justement les résultats au moment où tu démarres avec cet accompagnement? Alors, c'est à des millions parce qu'il était à 600 000, je crois, Ok. au départ. Aujourd'hui, ça, c'est un des plus grands. C'est fois 10 en fait. Et ça, toi, tu as eu un accompagnement au résultat, du coup, Pas du une tout. rémunération au Pas du résultat, tout. Non, non, je donnais des conseils gratuits. C'était pas payé cher. ou- Oui, ok. Non, gratuit. Enfin, c'était pas très cher. Et il y a une autre boîte aussi Ok. que j'ai aidée qui a explosé ses résultats. Et c'est tombé à l'oreille d'un investisseur qui s'est dit, qui avait l'habitude de revendre des boîtes. Il se dit, OK, ce gars-là, c'est un chercheur, il n'a pas les codes, il ne connaît pas le business. Moi, lui, il connaissait le business. Donc, il s'est dit, OK, ce que je vais faire, je vais le prendre, on va être associés
mais je vais faire un principe de paiement au résultat. Ok. Parce que ce qu'il fait, on l'en trouve nulle part, c'est trop puissant. Et il ne faut pas qu'il vende ses connaissances, il faut être payé au résultat, c'est comme ça qu'on devient riche. Ok. Donc, il me contacte, il me dit que c'est simple, les pauvres sont payés pas à la performance. Qui joue sur l'émotion là-dessus. Ouais. Il me dit exactement, les pauvres sont payés à la prestation, les riches au résultat. Ok. Donc, j'adhère. Je dis OK, pourquoi pas. Je teste, ça me coûte rien. Je garde ma boîte à côté. Et en fait, il trouve un produit client dans les fenêtres qui cartonne. Parce que, et en fait, on va faire ça avec des compléments alimentaires. On va prendre nos résultats et ça a explosé. Tu peux nous dire un peu le process, que ce soit pour peut-être juste les fenêtres et le complément alimentaire, sans qu'on fasse toutes sur les fenêtres, parce que c'est dans ce domaine-là que je suis assez connu. C'est simple, c'est quelqu'un qui était fournisseur de fenêtres écologiques, locales, de bonne qualité. Ok. Donc l'idée était de valoriser du local et surtout qu'elle dure 30-40 ans. C'est des belles fenêtres. Donc ça, c'est un point important. C'est la ligne, vraiment, chez moi, c'est est-ce que ça aide le consommateur. Je fais tout. Il n'y avait qu'un logo. Et à partir du logo, je fais le site internet en pleine canicule. Je fais tout le processus commercial parce que je prends 5% sur chaque vente et je me lance. Et ça marche pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça marche pas parce que je mets en avant l'écologie. Et puis ça marche pas, l'écologie. J'ai essayé. Et ça marche pas. J'ai pas de lead, j'ai pas de prospect. Donc je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'analyse le procédé. Et je me rends compte que les gens considèrent que la pause ou que le service n'a aucune valeur. Enfin, dans un garage, tu veux changer une pièce de voiture, tu vas préférer payer une pièce très chère, mais pas la manœuvre. La manœuvre, en fait, les gens ne considèrent pas la manœuvre. Et je vois sur les commentaires Google, les avis Google, que les gens disent « Ah, la pause est trop chère chez les concurrents munisiers, dans la fenêtre, donc des munisiers, que la pause, par contre, la pause, c'est cher. » Et là, tu décides de l'offrir ou de... Je décide de l'offrir pour 1 euro. Et là, ça cartonne. Parce que j'ai compris la douleur. Ouais. Qu'en fait, les gens n'ont aucune considération. Et cette compréhension-là fait paf. Tu peux augmenter le prix global en disant j'offre pour 1 euro Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc, il vaut mieux augmenter le prix de la fenêtre et offrir la pause à 1 euro. Et j'ai fait des publicités sur toute la région et ça a explosé. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce process un peu technique? Parce que tu faisais le site web, tu faisais les publicités aussi. Tout, de A à Z. Comment tu t'es formé là-dessus et c'était quoi un peu les bonnes pratiques? Alors, vu que j'étais formé au marketing rapidement, j'ai lu toutes les recherches scientifiques, j'ai un avantage énorme. Dès que je suis passé côté marketing, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur les articles scientifiques en neurosciences, neuromarketing. Donc j'ai toutes les connaissances. J'avais plus qu'à les appliquer. Et j'avais déjà monté une start-up pour tester, qui a cartonné, qui a explosé. Ça s'appelait Kiwi. C'était très simple comme projet sur Paris, et Toulouse et Bordeaux. C'est 6 femmes, 6 hommes qui ne se connaissent pas, qui ont la même personnalité, 48 heures dans une villa, sans portable, sans Internet. Ok. Ça a explosé. Et donc, j'ai appliqué sur Facebook toutes mes connaissances. Et tout ce que j'ai... et ça marchait, en fait, super bien. Donc, c'était du test and learn. Et c'est comme ça que j'ai un peu expérimenté déjà, moi, et puis avec mes clients. Parce qu'avec mes clients, je donnais des conseils que je lisais dans les articles scientifiques. Et eux, ils me disaient, oh, ça marche trop bien. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Donc, j'avais une bonne base derrière pour appliquer après pour moi plus tard. Alors, parce que c'est un vrai skill, la publicité, que ce soit là sur Meta, sur TikTok, sur comment aussi tu sélectionnes en fonction de l'entreprise la bonne manière de pouvoir cibler la publicité. C'est que des déclencheurs psychologiques avec du segmentation. C'est vraiment là pour le coup, c'est ma spécialité dès le départ. Je suis très bon pour cibler. Je comprends sur Facebook beaucoup de choses que les gens ne font pas. Par exemple, les gens ne font pas des segmentations par tunnel. Moi, j'étais un peu formé au tunnel de vente, ClickFunnels, tout ça. Je me forme très très vite. C'est-à-dire que je peux apprendre quelque chose en 2 jours. J'apprends très très vite. Donc ClickFunnels, je maîtrisais bien. Mais pour les fenêtres, je faisais une pub pour les retraités, avec une page de vente pour les retraités, une pub pour les jeunes qui venaient acheter, une pub pour les gens qui venaient d'avoir un enfant. Donc à chaque persona, en fait, chaque groupe de personnes, tu crées une pub vraiment spécifique. Et je le faisais aussi pour Kiwi. Les gens qui voulaient une nouvelle expérience sociale, d'autres qui voulaient de la rencontre. Je parlais aux extravertis d'une certaine manière, aux introvertis d'une autre manière. Aux introvertis, pour les faire venir, je mettais une personne seule sur l'image. Aux extravertis, je mettais plusieurs personnes. Tout ça, personne. Comment tu sigles introverti, extraverti sur le fait d'adresser à des gens en sur fait, Meta? c'est simple, c'est ce qu'a fait Trump avec Cambridge Analytica. Ils avaient les données. Les données étaient accessibles à l'époque. Je les ai téléchargées parce que c'était de la recherche, donc j'avais accès aux données. Et donc, j'ai regardé comment Cambridge Analytica faisait.
Et en fait, ils ont vu que les extravertis likaient des gens avec plein de photos, avec Incroyable. Lady Gaga. Que les introvertis, à l'époque de Game of Thrones, qui n'étaient pas connus, ben, ils aimaient bien Game of Thrones ou des séries comme ça. Donc du coup, tu pouvais cibler la personnalité en Et tu faisais du fonction. rapprochement d'informations. Exactement. C'est incroyable. Et ça marchait super bien. Les marques de cosmétiques le font également, on l'a testé. Par rapport à extravertis, on ne vend pas le même produit. Personne ne fait ça. Je suis le seul à le faire. Et donc, du coup, ça marche, ça cartonne. Kiwi, si aujourd'hui j'ai fermé la boîte, c'est parce qu'il y a eu le Covid. Parce que quand il y a eu le Covid, on ne pouvait plus Ouais, connecter avec les gens. faire organiser De rencontres, ouais. de rencontres déconnectées. Et le problème, c'est qu'à côté, les fenêtres, les autres produits marchaient mieux, rapportaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent et qu'il fallait se focus. Ça a été quoi justement les résultats sur les fenêtres? Ça paraît improbable comme type de business déjà. En fait, déjà, improbable. Alors, ouais, là, j'étais malin. Ça a peu de chance aussi, c'est que je prenais les techniques de The Family, de ce qu'ils appelaient le growth hacking, Ok. avec Sean Ellis, plus le neuromarketing. Je les ai assemblés. C'était la combinaison parfaite. Mais au lieu d'aller dans les startups, je suis parti dans les métiers où il y avait tout à refaire. Et la rénovation, c'est là où il y avait le plus d'argent. Et la fenêtre, c'est là où il y a le plus de marge. Pardon. C'est quoi la marge par exemple dans le métier de la fenêtre? C'est énorme. Je ne peux pas la donner comme ça, mais ça peut aller de 20, 30, 40%. Parfois, Malgré la concurrence et le marché a éclaté ou parce qu'il y a des acteurs Alors, qui. En fait, ça dépend du contexte. Aujourd'hui, pardon, ça peut changer. Ce que je vous conseille, enfin, ceux qui écoutent, c'est de regarder la série L'Or Blanc. Ok. Parce que beaucoup de personnes en Europe sont devenus milliardaires grâce à la fenêtre. La fenêtre, c'est un marché incroyable. Incroyable. T'as le porno, t'as la drogue et la fenêtre. Pourquoi? Parce que toutes les fenêtres, elles étaient en bois. Et qu'il fallait toutes les remplacer par du PVC blanc, qui est du pétrole. Sauf que les fenêtres, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et donc les gens ont baissé le prix. Et en fait, le prix était déjà, même pour du PVC, c'est pas cher à fabriquer. Donc en fait, c'est déjà beaucoup en fait. En fait, les gens, c'était pas cher de passer en PVC par rapport à l'ancrage du bois. Et du coup, tu avais toujours des fortes marges derrière. Donc c'est un marché qui est super intéressant. Aujourd'hui, bien sûr, il est plus concurrentiel. Mais si tu regardes dans les 20 milliardaires européens, tu as beaucoup de gens de la fenêtre. Et tu parlais de drogue, porno. Bon, évidemment, la drogue, c'est illégal et on recommande évidemment à personne. Et le porno, tu t'es pas dit, bon, il y a une opportunité business à contacter des acteurs dans ce type-là pour les faire exploser? Non, enfin là, parfois, c'est des lignes rouges que je dépasse pas. C'est pas un domaine qui m'intéresse. Parce qu'il y a d'autres secteurs dont on a souvent tendance à se dire qu'ils sont forcément très demandés. La santé, tout ce qui est développement perso et finances personnelles aussi. Ouais. Est-ce que ça, c'est des thématiques où tu te dis, il y aurait eu des opportunités là-dessus énormes? Alors, je les ai pas eu sur le moment. Aujourd'hui, je les ai. Mais à l'époque, non, j'ai pris ce qu'il y avait sur le moment, en fait. Sur la santé, aujourd'hui, oui, parce que j'accompagne beaucoup de personnes à vendre des solutions de santé tech. Mais à l'époque, non, j'ai eu ce que j'avais, en fait. Et la fenêtre, en effet, c'est ce qui a le mieux marché. Et tu parlais aussi des compléments alimentaires, peut-être pour terminer avec cet exemple-là. Alors, les compléments alimentaires, pareil, ça a très très bien marché. On mettait ça en version haut de gamme, que du marketing. Jusqu'à la fin où j'ai appris que en fait, les compléments alimentaires, beaucoup, c'était un effet placebo. Je ne le savais pas. Ça, c'est quelqu'un du scénariste qui m'a dit ouais, ce truc-là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'actif, en fait. Et là, je dis quoi? Et en fait, j'ai compris que je vendais du placebo, où j'étais moins fan. Là, j'ai fait vraiment le marketing d'Apple, quoi. Je vendais toujours du haut de gamme pour la santé. Il y a des très bons compléments alimentaires, attention. Sauf que ceux que moi je proposais, c'était pas les meilleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté à terme. Il y en a qui sont très actifs, qui sont très très bien. Mais là, pareil, le secret pour percer, c'est la niche. Beaucoup de monde se lance dans le domaine. Et en fait, moi, la niche. Des trucs très précis. Gens qui ont mal au ventre. Dès qu'il y a une valeur ajoutée que tu peux montrer et créer de l'émotion là-dessus chez les gens. Quoi. Et de la niche. Parce que c'est un marché qui est très attaqué, qui est très concurrentiel. Pour se différencier, on a fait de la niche. C'est moins intéressant que les fenêtres. Et puis c'est challengeant intellectuellement de te dire, ok, je suis sur un marché qui est très très explosé, très demandé, et j'ai un sujet particulier à traiter par rapport à ça. Et ça, c'est important parce que s'il y a un sujet qui est demandé, moi, je vais y aller. Quand on me dit personne ne fait ce que je fais, je ne prends pas. Ouais. Parce que c'est trop dur, je ne connais pas, il faut éduquer le marché. Ça, je ne fais pas. Si tu me dis j'ai plein de concurrents, eh ben, je dis ok, ça m'intéresse parce que je sais que je suis le meilleur en marketing. Je sais que je vais prendre une place. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont moins bons et qui vendent. Ben, je vais prendre cette place-là. Mais quand on me dit ouais, moi, je suis le seul à mon marché, il y a une opportunité,
Non, parce que c'est trop dur. J'ai pas de concurrent à copier, j'ai pas de concurrent Ouais, à donc, c'est qui. pas tant le 0 à 1 de la startup qui doit identifier le fait de savoir si elle a un marché, mais plutôt justement un marché qui a très très bien fonctionné avec une belle endormie, avec un produit ou un service très spécifique. Euh, Pardon, j'ai pas suivi. Bah, en gros, c'est plus de dire que tu vas moins t'adresser à la petite startup qui n'a pas encore trouvé son marché, que plus Exactement. à une belle endormie qui a un vrai produit spécifique, quoi. Exactement. En fait, il faut venir me voir avec l'idée qu'il y a déjà des concurrents, mais que tu proposes mieux. Par exemple, tu as Taxi. À Paris, c'était l'horreur, les taxis. Ouais. Uber est arrivé avec une concurrence qui a amélioré le service des taxis, mais le marché de manière C'était déjà générale. existant, ouais. Donc là, oui. Parce que là, Uber attaque un marché. Il ne faut pas conquérir un marché. Conquérir un marché, c'est de dire j'arrive avec quelque chose de totalement nouveau et je vais changer les attitudes et les comportements des gens. C'est très dur. C'est des boîtes qui sont missionnaires, qui veulent changer le comportement. Et c'est ça, hyper difficile. je ne vais pas le prendre parce que c'est beaucoup de temps par rapport à de l'incertitude. Oui, c'est à moins que ce soit ta boîte et que tu aies une conviction particulière ou un domaine que tu apprécies, c'est pas le même type de travail, quoi. Exactement. Alors que quand tu as un marché qui est établi, bah, tu n'as qu'à faire mieux et te positionner en niche et tu peux attaquer le marché. C'est plus facile d'attaquer que conquérir. Alors justement, on reviendra sur LinkedIn à la toute fin de notre échange, mais je crois que tu avais un exemple avec justement des bars, je crois que c'était bars à la protéine ou énergisante, Exactement. qui avaient changé leur packaging et qui avaient gagné, je crois, grâce à ça, 600 millions, quelque chose comme ça. Oh, le gars, il attaque un marché concurrentiel avec un beau packaging, ça ne marche pas. Et encore une fois, ben, quand ça ne marche pas, la meilleure solution, c'est d'aller voir les clients sur place. Donc, ils se déplacent dans les salles de sport pour essayer de comprendre. Et en fait, les gens, ben, en fait, ils veulent savoir quoi manger. Et là, il va changer, il va casser les codes du marketing, ultra concurrentiel. Il va juste mettre les aliments. Voilà, il y a 3 aliments. Donc, les gens, ils sortent de la salle de sport, ils voient, il y a de la banane, il y a du chocolat, il y a ça. Parfait, je prends. Ça a explosé. Et il a été Kellogg's qui a vu ça. On dit, oh, trop bien. On Ils ont l'achète. acheté 600 millions. Incroyable. Alors que la boîte ne marchait pas. Donc c'est parti d'une idée, et surtout une idée contre-intuitive, parce que si il avait demandé une agence de marketing, l'agence de marketing ici, On aurait dit surtout ne fais pas ça, quoi. c'est pas les codes. Ouais. Mais en fait, quand tu es dans un marché saturé, tu dois changer les codes. Et c'est ça que les gens comprennent pas assez. Donc là, il faut analyser le marché. Il est saturé, donc tu dois apporter des codes nouveaux. Tu dois pas recopier. Tu dois faire quelque chose de nouveau, car un marché saturé, il crée des nouvelles frustrations, de Ouais. nouveaux problèmes. Et si tu comprends ça, tu as un nouveau marché. Donc il faut aller, moi j'appelle ça les douleurs sur le comment. Les gens ils connaissent pas ça, parce qu'ils veulent répondre à des douleurs. Mais non, il y a des entreprises qui donnent une mauvaise expérience à leurs clients. Comment toi tu peux attaquer avec une bonne expérience? Donc tu as toujours le comment où tu peux attaquer. Ouais, Le donc comment c'est sortir un petit peu des sentiers battus, et c'est un peu le think different d'Apple à dire on va essayer de trouver des manières un peu intelligentes de passer outre ce qu'ont l'habitude de voir les gens, en fait. Exactement. Il faut toujours analyser. Donc un marché, on peut jamais dire que quelqu'un qui dit ouais le marché est saturé, il faut pas y aller, c'est un très mauvais conseil. Un marché saturé, ça veut dire que tu as une opportunité car tu vas analyser ce qui se passe, justement qu'est-ce qui se passe mal dans ce marché et comment toi tu peux résoudre ce problème. Ouais. Donc un marché saturé, il est super intéressant parce que il y a de l'argent, il y a des consommateurs, ils sont déjà prêts à acheter, tu as juste à te différencier. Et alors les gens ils disent ouais non, trop saturé, j'y vais pas. Ouais. Grosse erreur, très grosse erreur. Donc il faut penser un peu autrement sur ça. Du coup, j'amène souvent les entrepreneurs à dire bah non, c'est l'inverse. Et moi on vient me voir pour dire ouais, je veux un marché où il y a personne. Non, c'est trop dur. Bah ouais, bien sûr. Trop dur. Moi, j'ai eu un client récemment, il me dit oui, moi j'apporte des nouvelles techniques dans la gestion de projet. Première question, est-ce que vous avez des concurrents, oui ou non? Car si c'est un consultant qui arrive pour convaincre des boîtes d'une nouvelle méthode agile, je ne prends pas. N'est pas Elon Musk ou Steve Jobs qui veut. C'est trop compliqué. Ouais, Moi, en tout cas, c'est trop d'efforts. Et s'il me dit non, c'est une nouvelle méthode agile, mais il y a déjà des concurrents, les gens, ils achètent déjà, ils sont prêts à acheter. Sûr. Ok, c'est bon, je peux t'aider, je vais te faire ton branding, ton marketing. Là, c'est facile. Mais arriver avec une nouvelle méthode concurrence agile, c'est tellement de travail que les gens ne réalisent pas que c'est plus difficile. Mais, encore une fois, les gens pensent l'inverse. Ils pensent qu'ils veulent aller dans un marché pas concurrentiel. T'as jamais eu justement envie d'écrire un bouquin sur toutes ces connaissances où tu te dis... Je suis en train. Ah, c'est vrai J'ai une édition déjà qui m'accompagne, mais j'ai pas le temps. En fait, je me suis lancé il y a pas longtemps sur LinkedIn. Tout ça, c'est nouveau. On va en parler juste après. Peut-être petite interlude juste avant, parce que je sais que tu as bossé aussi sur des projets NFT. Je suis très curieux que tu puisses en dire un petit mot sur ce que tu peux dire. Alors, là-dessus. sur les projets NFT, j'ai fait beaucoup d'argent sur les NFT, mais j'ai aucune gloire dessus. C'est quelqu'un qui était avant tout le monde dans le domaine
et qui nous avait parlé des NFT. Mais c'était pas du tout connu. Donc j'ai juste acheté des art blocks. Qu'est-ce que Alors, tu peux préciser un petit peu pour les gens qui connaissent pas? en fait, les NFT, tout le monde connaît les visages. Mais c'est pas là où on faisait le plus d'argent. On faisait le plus d'argent sur les œuvres d'art. Et Ok. donc il y a toute une niche qu'on appelle art blocks. Et dans les art blocks, tu as plusieurs niveaux. Les curated notamment, qui sont les plus haut de gamme. Ce sont des artistes qui ont été sélectionnés par d'autres artistes, donc on est sur de la qualité. Ok. Et là, tu achetais des œuvres, en fait, et tu leur vendais 5-6 fois leur prix très rapidement. Et au pic, tu leur vendais à 10-20 fois le prix. C'était incroyable. Donc, j'ai réussi à faire pas mal d'argent sur l'achat d'œuvres d'art et de revente, qui a très bien marché. Et alors, j'ai eu des hauts et des bas, parce que j'étais en équipe. Alors, on faisait ça à plusieurs. Et je voyais qu'en faisant ça à plusieurs, c'était compliqué, ça marchait pas, trop d'émotions. Donc, j'ai quitté toute l'équipe à qui m'ont fait connaître les NFT et je suis parti solo, Ok. sans leur dire, parce que voilà, il y a eu cette scission. Et là, je me suis focus à comment je peux prédire en fait les œuvres qui vont monter ou pas. Donc déjà, j'ai fait pas mal de TH. Alors, il faut savoir que je suis parti avec que Donc euh, ETH, Ethereum. Ethereum. Alors, il faut savoir que le gars qui m'a fait découvrir m'avait juste donné une œuvre d'art parce que j'avais loupé le mythe, je savais pas comment ça marche, donc Ok. il était trop sympa. Parce que lui, il est devenu multimillionnaire. Ok. Il était un salarié. Et du jour au lendemain, il a eu 1 million. Et aujourd'hui, il ne s'est pas calculé, il a peut-être 100 millions. Enfin, Incroyable. c'était incroyable. C'était vraiment les premiers. Ils ont commencé en 2017. Donc avant qu'il y ait un peu la bulle et l'éclatement des NFT qui ont perdu Voilà, énormément de s'il n'y avait valeur. pas eu ce gars-là, je n'aurais pas du tout profité. C'est que je l'ai eu avant tout le monde. Donc, c'est pas. Voilà, j'ai profité d'un conseil au bon moment. Par contre, le bon coup que j'ai fait, c'est que j'ai compris qu'il y avait des influenceurs qui trichaient, Ok. dont un qui s'appelle Diz, que je suivais. Et j'ai compris qu'il travaillait avec d'autres personnes, avec plusieurs comptes, qui montaient un FOMO sur des œuvres. Donc en disant ça va monter, il faut que tout le monde achète. Alors, il disait rien du tout, il changeait juste son avatar. Vu qu'il Ok. était connu, tout le monde se dit ah, s'il a mis cet avatar, Hmm. ça va exploser. J'avais vu l'effet sur les Cool Cats, qui est une série. Et là, je me suis dit tiens, il est 2h le matin, il a fait des aliens, il a mis un net d'aliens. Et là, je me suis dit ok, j'ai pris 20 Ethers que j'avais. J'ai acheté tout le fleur des aliens. Et le lendemain, 2 jours plus tard, les aliens, c'était x4. Donc j'ai fait x4. Parce qu'il avait mis le lien déjà entre les aliens ou tu avais Il avait su même retrouver la aucun photo? lien. Comment tu as fait? Oui, je connaissais la série. Ok, ok. On la retrouve très facilement sur OpenSea. Il a mis un alien et il a créé un FOMO. Parce que lui, je savais qu'en fait, j'ai regardé ensuite, avant, il avait acheté les aliens, mais avec un autre compte que je Ouais. suivais. Ouais, Alors, donc là, c'était juste un peu d'être malin en fait en c'est suivant d'être la malin. personne. Mais là, j'ai fait un très gros coup. Et là, j'ai fait max Ether. Après, j'ai pris une partie pour moi. Et après, j'ai acheté des CryptoPunk. Et aujourd'hui, je touche plus trop. Je suis pas forcément content. Enfin, je suis pas le plus fier de ça. J'ai fait de l'argent, c'est vrai. Mais je préfère faire de l'argent sur mes compétences que comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'argent, mais je le garde pour justement investir dans des trucs positifs. J'ai mes CryptoPunk, j'en ai 3, j'attends. Et dès que je ferai l'équivalence en euros de mes vraies compétences, de mon vrai travail, je pourrais investir dans des beaux projets. Mais c'est pas Donc c'était plus un sujet de curiosité, d'opportunité que. ouais, en fait, pas que, parce que ça m'a mis aussi dans des effets très négatifs, parce Ok. que je gagnais beaucoup d'argent très rapidement, je faisais 8000 euros par jour quasiment, en faisant rien avec les NFT. Donc ça te déconnecte aussi un petit peu ouais. de la réalité, quoi. En fait, un jour, on m'a dit, ouais, on te reconnaît plus. Et j'ai un entourage entrepreneurial qui me disait, non, mais c'est des gens qui sont jaloux et tout, ils disent ça parce que tu as de l'argent. Et après, on m'a dit, ouais, tu fais penser au Loup de Wall Street et tout. Et c'est vraiment pas les valeurs que je partage. Et je me suis dit, ouais, je me reconnais pas. Et il y a eu un moment où je cumulais de l'argent. Pas forcément avec ça. Et avec aussi tout ce que je faisais à côté. Et je me reconnaissais pas du tout. Mais j'arrivais pas à le voir. Mon entourage le voyait, mais moi, je le voyais pas. Donc j'ai cette période vraiment un peu dark. Enfin, un peu noire. J'étais déconnecté des clients. J'avais beaucoup de salariés, je savais plus ce qu'ils faisaient, je contrôlais plus rien. Tout était devenu chaotique. Et je fumais énormément, ce qui n'a aucun sens, parce que je gagnais de l'argent et je fume. Alors je n'ai jamais fumé, mais je fume beaucoup, je deviens stressé,
je sombre en fait. Ouais, tu sentais que tu n'étais pas sur la pente sur laquelle tu voulais être. Non, là, en fait, t'es confronté à tes propres valeurs, vraiment. Et là, j'avais atteint les limites de la valeur, mais je m'en rendais pas compte. Donc, mon entourage, dans tous les cas proche, le voyait. Certains étaient tristes pour moi. Et puis l'autre, les entrepreneurs, forcément, autour de nous, qui m'incitaient à l'inverse, parce que j'étais incité, Bien sûr. de l'autre côté, à avoir de l'argent, à acheter du luxe et tout ça. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, donc je suis en Corse, dans un super hôtel avec ultra luxueux. Donc nickel quoi. Je suis pas super bien. J'essaie d'être heureux et j'ai pas le droit de pas être heureux d'avoir ça. Ouais, t'as presque cette culpabilité de te dire, bah, de là où je viens, en fait, avec la réussite Ouais, que j'ai, je dois être dois heureux, quoi. profiter de cet hôtel. Enfin, je dois. C'est incroyable. C'est une vue sur la mer. C'est un des plus beaux hôtels de Corse. C'est un rêve. Mais au fond, je suis pas bien. Et j'ose pas le dire à ma conjointe aussi, pareil, qui dit ouais, c'est comme si on simulait le fait qu'on était heureux. Et je vois qu'il y a un problème. Et je fume tout le temps. Donc pourquoi fumer quand tout va bien en fait? Ouais, bien sûr. Et là, j'ai un ami qui dit ouais, je t'invite à la campagne, mais bon, je sais que tu vas pas venir, mais je te propose quand même. Je reviens de Corse et je dis bah, je vais y aller. Je lui dis ouais, c'est juste, je viens, je prends le train, je viens. Il était trop surpris en fait. Il dit tiens, c'est bizarre qui vient. Et comme si c'était un appel qui venait du fond de toi, quoi. Ouais, je sais pas, je suis allé et c'est à la campagne avec plein d'animaux. Et puis je fume toujours. Et là, c'est bizarre, je vois une mini chèvre, je sais plus quoi ça, une chèvre naine, ça s'appelle, qui mange devant moi. Donc elle mange son herbe, elle remonte la tête, elle mange son herbe, et elle me regarde et elle me fixe. Puis en mangeant, tu vois. Et là, je me dis, t'as trop de chance, elle. Elle est dans son parc, elle mange, Pas de souci. elle a pas de soucis, en fait, elle a pas de problème que moi je dois gérer. Et là, je me dis, mais Pourquoi qu'est-ce que je suis en train je de gère ce problème? qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? J'ai quitté la recherche pour être libre, avoir du temps, aider les gens. Et là, je vois que je réalise en fait que je suis dans le tunnel et ça me déconnecte. Et là, je me dis, c'est pas bon. J'arrête de fumer. Juste après. Et je prends une décision, mais radicale, mais vraiment radicale, surprenante. Je décide de tout arrêter. J'arrête tout. Donc, t'as fait un vrai reset, en fait, en allant là-bas, quoi. J'ai tout arrêté. Tout. J'ai tout déconnecté. NFT, j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai pris 3 CryptoPunks, je les touche plus parce que ça me rendait taré ce truc. Et la boîte, avec l'argent qui partait, les salariés, je décide de quitter la boîte. Parce que justement, ça, tu vas peut-être y revenir, mais à ce moment-là, quand tu décides de t'associer, tu recrutes beaucoup d'employés. Et à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas un modèle qui correspond. Alors, il y a eu 2 phases parce qu'on a lancé la boîte en plein Covid. On a recruté juste après 4-5 salariés, on a fait 1,6 million très rapidement. Alors, il faut compter qu'on était dedans, tu as les pubs Facebook que le client nous payait. Donc, ça augmente le chiffre Donc en fait, d'affaires. c'est du volume d'affaires plus que du Ouais, chiffre d'affaires voilà, réel. il faut, Mais le chiffre d'affaires réel, c'est que de la marge, en fait. Voilà, on était peut-être entre 800 000 et 1,2 million, j'en souviens plus, d'argent vraiment généré. Parce que les pubs, c'était juste un transfert d'argent, en fait. Ouais. Donc, ça marchait bien. On est 4 salariés, c'est le meilleur des mondes. Là, il y a un investisseur qui rentre, puis il faut aller plus loin. C'était la plus grosse erreur. Et le fait d'aller plus loin, on n'était pas prêt, on n'était pas solide. On a recruté, on était monté à 18 salariés très rapidement, et toute la boîte. On a fait le même chiffre d'affaires, avec des plus gros locaux, avec plus de salariés. On a fait le même chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que la deuxième année, elle est catastrophique. Enfin, elle marche pas, quoi. On n'a pas monté. C'est quoi? C'est problématique de management ou problématique d'expertise? L'expertise, je pensais que mon domaine était facile, j'ai mal recruté déjà. J'ai très très mal recruté. J'ai été formé au recrutement, je formais des gens au recrutement à l'université. On a les meilleures méthodes de recrutement. Je les ai pas appliquées. Je les ai appliquées pour les 4 premiers. Et pour tous les restes, je me suis dit, ouais, bah, pas besoin, sous la preuve, ça marche bien. Ça, je m'attendais pas à en parler parce que c'était le dernier podcast que j'ai fait, mais je suis très curieux avec les méthodes que tu connais. C'est quoi les bonnes méthodes pour recruter selon toi? Alors, il y en a plein, je suis pas le spécialiste aujourd'hui. Ça va être une autre personne qui est sur YouTube aussi, qui est sur LinkedIn, qui fait que ça. Moi, je l'ai enseigné et en fait, à la base, c'est de faire attention à nos biais cognitifs. Donc, c'est le pire. C'est qu'en fait, on a vu que le recrutement, c'est du hasard. Une IA est meilleure pour recruter qu'un humain. Parce qu'on se Via confère de notre influence. On est totalement influencé. Ouais. Et moi, j'étais totalement influencé. Et alors qu'il faut créer des grilles, mais surtout qu'il faut faire des entretiens libres. Il faut laisser la personne parler sans lui poser des questions et l'interrompre. Parce qu'en fait, le candidat, très rapidement, il s'adapte. Et ça, en fait, il faut faire comme dans la police. On laisse parler et on est positif et on pose des questions.
Et après, on fait des questions comportementales assez précises pour savoir. Tu poses des questions sur 3 choses qui t'a fait perdre de l'argent. Enfin, pas au candidat. Tu les prépares à l'avance, en fait. Tu vas, toi, les préparer. Tu dis, OK, quels sont les 3 comportements qui a fait la décroissance dans ma boîte? Quels sont les 3 comportements qui a fait la croissance dans la boîte? Donc un peu les défauts ou les contre-qualités et contre-cultures C'est ça. que tu veux viser. Et ça, tu poses des questions. Enfin, tu crées les questions et tu poses des questions sur ton candidat pour voir comment il réagit à ces questions-là. Comme ça, tu prends, tu as ces 2 extrémités. Puis tu as le test de personnalité, le Big Five, qui est super important pour l'intégration. Donc, Ça, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui le disais en disant que c'était un des seuls tests qui était validé scientifiquement. c'est un des seuls tests aujourd'hui où il y a le plus d'études scientifiques. Il évolue tout le temps. C'est l'avantage de la science, c'est qu'il évolue. Il y a constamment des publications dessus. Donc, c'est le plus fiable aujourd'hui à utiliser. C'est pas parfait, mais c'est le plus parfait qu'on a aujourd'hui. C'est le plus fiable qu'on a aujourd'hui pour évaluer et il est super prédictif. Moi, je l'utilise aujourd'hui. Alors justement, quel est l'intérêt? Parce que qu'est-ce qu'on peut en ressortir et quel est l'intérêt, par exemple, dans le recrutement ou C'est d'avoir de pouvoir prédire les futurs comportements par rapport à d'autres méthodes qui ont peu de fiabilité de prédiction. Par exemple, pour les commerciaux, introvertis, extravertis, tu peux pas mettre dans la case. Tu as une ligne. Pour la NASA, tu peux pas mettre un extraverti. Tu peux pas mettre aussi un introverti. Donc, tu vas mettre un entre les deux. Ouais. Mais tu vois, ça va être vers l'extraversion, mais pas trop non plus. Et donc, c'est bien dans une ligne, un segment précis que tu vas cibler pour un astronaute. Ouais, donc en fonction du poste, tu vas venir rechercher plus ou moins certaines de ses qualités. Et si tu as, par exemple, j'en sais rien, mais sur un poste où il faut un DAF, le plus gros extraverti, peut-être que tu te diras, en fait, s'il est introverti, c'est moins gênant. Ou, voilà, exactement. Alors, surtout que moi, aujourd'hui, je me suis mis une ligne. C'est un trait que je regarde, c'est le niveau de conscience, le niveau de conscience, le niveau d'être consciencieux ou pas. Ok. J'ai vu que les gens les plus consciencieux étaient les plus productifs. Ok. Et ça, maintenant, je ne prends plus personne qui est peu consciencieuse, qui n'a pas le sens du détail. Ouais. C'est les meilleurs profils, c'est ceux qui ont le sens du détail. On les recherche dans toutes les entreprises, dans le luxe. Quand tu vois sur mes carousels, sur les guides ou autres, les gens qui travaillent avec moi, ils ont le sens du détail. Certains qui n'ont pas le sens du détail, ils ne vont pas comprendre que la qualité des carousels fonctionne et que c'est ça qui me fait vendre. Bien sûr. Je cherche toujours un monteur pour mes reels, mais je vois la différence. Un monteur qui a le sens du détail et celui-là qui ne l'a pas. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et ça, c'est un des critères les plus importants dans le métier du digital. Pas dans tous les métiers. J'ai pas besoin de quelqu'un de peu consciencieux ou de consciencieux dans certains métiers. Mais dans ce métier du digital, c'était un point important et c'est pas un point que j'avais analysé. Non, j'ai très mal à recruter. J'ai recruté au feeling. Ok. Parce que vu que ça marchait bien, ma méthode, je n'ai pas appliqué pour la suite. Voilà, c'est débile. Ouais. Irrationnel, totalement irrationnel. Mais très bon learning pour toi de dire je sais ce que je dois changer ou faire différemment. Quoi. Disons que j'ai recruté 2 personnes qui se levaient le matin pour détruire la boîte. J'ai eu quand même un burn-out à cause d'une personne. Et le pire, pour dire que je suis quand même bien émotionnel aussi et que je ne suis pas du tout rationnel, comme on peut le croire en tant que scientifique, machin chouette, c'est que sur les 2 personnes, on m'avait prévenu, des gens qui sont venus me voir sur LinkedIn en disant « Fais gaffe à elle, c'est pas bon ». Que des retours négatifs. Et moi, je me suis dit, ouais, mais vous n'avez pas su la manager. Moi, je vais savoir la manager. Moi, je vais savoir l'aider parce qu'en fait, elle a un passé qui est difficile. J'ai voulu faire la psychologie dans la boîte. Tu t'es presque toi-même, tu as utilisé tes propres outils de manipulation sur moi, j'ai perçu qu'elle était spéciale, comme moi, je suis un peu spécial aussi. Je me suis fait avoir, en fait. Parce qu'il y avait un passé. Mais en fait, elle détruisait les salariés, elle disait qu'elle était meilleure que tout le monde. Enfin, elle détruisait. Ouais. Et la deuxième, elle, carrément, elle critiquait tout le monde, dans le dos. Et elle a mis une mauvaise ambiance et ça a détruit l'ambiance. Et là, erreur de management que j'enchaînais. Moi, je n'avais pas le meilleur comportement non plus parce que il y a les NFT, il y a tout ça. Je ne savais pas tout ça, en fait. Oui, il y a un manque peut-être de prise de recul à ce moment-là. Totalement. Ouais. Tu ne peux pas faire l'erreur. Parce que j'ai fait diagnostiquer la boîte par un mec super bon. Et il a dit... Et c'est lui qui m'a fait comprendre que la boîte, elle était morte. Qu'elle descendait. Parce que monter trop vite, mais pas que. C'est que je faisais le marketing, les stratégies clients, la comptabilité, je faisais tout. Et à partir de là, c'était impossible. Je travaillais 70 heures par semaine. Ouais. Je ne pouvais pas gérer tout. Donc à un moment donné, tu ne vois plus rien. Les choses qui sont évidentes maintenant, elles n'étaient pas évidentes pour moi au moment. J'étais totalement perdu, en fait. Ouais. Totalement perdu dans les émotions. Et c'est à partir de là que, oui, je faisais de l'argent quand même, mais... je gérais que des problèmes. Et c'est là que je dis stop.
Bon, on va venir juste Ouais. après sur comment tu as pu rebondir là-dessus. Moi, j'ai juste envie que tu nous racontes une de tes autres passions, qui est le hacking. Comment est-ce que tu Ouais. t'es intéressé à ça et comment est-ce que ça se met en place dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu as pu faire là-dessus? Alors, la cybersécurité, je travaille toujours, j'ai une société de cybersécurité, côté psychologie. Le hacking, c'est venu par pur hasard, parce que, à la base, moi, j'aime bien ça, j'adore Mais dès, l'informatique. dès ton adolescence, enfance, etc. Ou c'est venu un peu plus tard? Non, dès que j'ai eu un ordinateur. Ok. En fait, j'ai une passion pour hacker les systèmes. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais hacker un système, même universitaire. Ouais. J'arrivais à deviner les partiels à l'avance. J'ai toujours eu un besoin de casser les codes. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'embête d'avoir ça. Mais c'est un truc qui m'attire. De ne pas faire comme tout le monde et de toujours trouver des astuces. Et donc, non, je m'amusais sur Kali Linux, Sub7 quand j'étais tout petit. Pour ceux qui connaissent. Mais après, il y a eu Kali Linux et j'aimais bien de tester. C'était assez amusant. Craquer les Wi-Fi, tout ça. Mhm. Donc, je connaissais. Mais pas plus que ça après. Je ne suis pas hacker informatique, les vrais avec qui tapent des codes. J'utilise des logiciels, tout simplement, qui permettent de le faire. Donc de l'intrusion, keylogger, enfin tous les C'est trucs un ça. peu classiques. C'est automatisé avec des logiciels, en fait. Donc, pas de... mais en fait, c'était du pur hasard. C'est un jour, un policier avec qui je travaille m'appelle pour me dire ouais, on a un problème de cybersécurité, de hacking. Mais moi, encore une fois, je n'entends pas ce truc. J'entends on a vérifié ton passé, tu as. Moi, pour moi, tu as vérifié ton passé, tu as fait du hacking, tu as hacké, ça va pas passer avec la police, avec le ministère de la Défense. Moi, j'entends ça, je suis paniqué. Ouais. Je suis là, oh putain, merde, comment ils ont fait Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, en train de tout remettre en Ah question. ouais, en disant, c'est terminé. Pourquoi j'ai craqué ce mot de passe Parce qu'on peut craquer les mots de passe sur Hotmail très facilement en faisant un mot de passe oublié. Quel est votre animal préféré? Le chat. Et je repense à tout ce que j'ai fait. Et en fait, pas du tout. Non. C'est qu'il y a eu un cas en justice où une entreprise s'est fait hacker, une entreprise liée à l'État. Et il a été donc cette personne qui a hacké, il était en interne, donc il est parti avec les menottes. Ok. Il y a eu le procès. Et en fait, le magistrat, qui n'a pas été con, il a dit ce gars-là, il n'a pas hacké. Il n'est pas un espion. Il a été manipulé. Il y a eu une manipulation. Et Donc vu que c'était je travaille- ton expertise là-dessus Bah qui oui. les intéressait. Et Ok. voilà. Et du coup, moi, je travaillais sur la manipulation. Et donc, du coup, en fait, je devais analyser s'il y a eu manipulation. Il y a clairement manipulation. Le mec est tombé sur une nana qui le draguait. Alors, c'est pas qui c'est, hein, chinois, russe, autre. Incroyable. Et donc, du coup, j'ai dû analyser et faire une expertise pour la justice pour dire que c'est bien une emprise mentale. Ok. C'est un geek qui était. Et ils ont réussi à savoir quelle était la personne qui avait manipulé? Je peux pas savoir. En Je tout sais cas, pas. tu Moi, pourrais je l'avais peut-être pas nous le su. dire. C'était juste une expertise. Ok. Ouais, ils t'ont limité à ton champ externe. d'expertise. Ouais, voilà. J'avais jamais su. J'avais posé la question. La personne m'a répondu bah, écoute, ça peut être les Russes, la Chine, les Français, la DGSE, ça peut être les Américains. On sait pas. Mais donc c'était quand même a priori une entité étatique Oui. qui avait tenté de manipuler Ah ouais, cette certain. personne proche de l'État. Ça aurait pu être problématique. Donc on ne Bah sait oui. pas qui c'est. Enfin, eux, ils savent peut-être, je ne sais pas. Moi, je faisais que l'expertise judiciaire et je donnais mon rapport et j'ai conclu que la personne était sous emprise mentale et qu'elle pouvait pas. Et que ils n'avaient pas. L'entreprise en question n'avait pas formé contre les attaques psychologiques. Donc c'est là où t'es venu l'idée de dire bah, peut-être qu'on peut faire Alors, quelque chose là-dessus. après, c'est une autre entreprise qui est en lien avec cette société qui s'appelle l'ENAC, Ok. l'École nationale de l'aviation civile, qui a dit il faut créer des formations pour former les agents aériens. Ok. Parce que si c'est arrivé là-bas, qui n'a rien à voir avec l'aérien, avec l'ENAC. Ça peut être encore pire. Enfin, Mais ça peut être pire. Si c'est arrivé quand même dans un système sécurisé, dans cette entreprise privée, mais nous, pour l'État, si au haut niveau, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que peu probable, mais si ça arrive, c'est compliqué. Ouais. Donc avec l'ENAC, on va créer un programme pour apprendre à éviter les attaques. Mais les attaques sont psychologiques. C'est une erreur humaine. Dans la majorité des cas, c'est une erreur humaine. C'est des gens, ils cliquent sur le lien, ils se font avoir. Et pour les former, et au lieu de faire la sensibilisation, on va trouver une idée, on va les transformer en hackers. On va former pendant 5 jours au hacking. Ils vont apprendre. Pour qu'ils aient cette psychologie un peu Exactement. de se dire quels sont tous les moyens et donc d'avoir toujours ça en tête quand ils Ah auront ouais, quelque là chose. tu peux pas les hacker, ils connaissent tout, les mecs sont du parano. Parce Ouais. qu'eux, ils savent faire. On leur a appris la psychologie, à écrire des emails ultra puissants. Et eux, ils écrivent, ils font des exercices et tout, on les évalue, on dit Ok. ça c'est bon. Donc ils reproduisent des vrais cas, des vraies situations de terrain. Et ils apprennent quel est Linux,
Ok. Et ils peuvent tout faire. Mais ce sont des postes sensibles Ouais. liés à l'aérien. On ne forme pas tout le monde. Bien sûr. Et là, l'humain, premier rempart contre les attaques. On fait ça pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde voulait cette formation parce qu'elle marche trop bien. Donc maintenant, on a Airbus, on a pas mal de groupes. Et donc, du coup, je forme les gens à la psychologie et à comprendre la psychologie en faisant eux-mêmes du hacking. Ah oui. Et en fait, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est ils nous disent non, mais moi, je suis du parano. Hein. Moi, je regarde. Ce qui est fou, parce que quand on travaille un petit peu là-dedans, tous les sujets autour de la cyber sont des sujets à la fin humains, forcément. Oui, mais tous les budgets sont la tech. Ouais. Parce que les gens qui gèrent ça, ce sont des gens de la tech. Ouais. Ils ne connaissent pas la psychologie. Or, la faille, elle est humaine. Bien Donc, sûr. la réponse doit être humaine. Et ça, je me bats pour ce message. Quand tu regardes les millions qui ont été investis et quasiment rien dans l'humain, il y a un problème. Ouais. Alors, sachant que oui, tu vas augmenter l'IA pour protéger, mais les hackers aussi font de l'IA pour Ouais, attaquer. il y aura toujours des nouveaux moyens. Mais Donc, oui. en fait, il faut leur apprendre à penser comme le ferait le hacker. Tu prends les derniers cas que j'ai étudiés en termes de cyberattaque, enfin que mon entreprise a étudié par moi directement, 100% des cas humains. Ouais. Et le problème, c'est que ces cas-là, ils ne vont pas porter plainte. Parce que quand tu te fais hacker, tu dois prévenir tous tes clients. Ouais, bien Ils ne sûr. veulent pas prévenir leurs clients, donc ils ne le disent pas. Donc ils disent, mais comment on fait? On a été hacké, on a hacké Logger, comment on fait? Donc il y a la crise à gérer, il y a tout ça. Et c'est une catastrophe pour Ouais. l'entreprise. Donc voilà, la solution que j'ai aujourd'hui, elle est psychologique, elle est purement, je vous forme au hacking, et si vous faites hacker, c'est pas possible. Ouais. Parce que tu ne feras pas le virement de 300 000 euros. Là, tu dis, ok, je connais le truc, je sais le faire moi aussi. Donc tu me fais passer pour le patron, mais moi aussi, je me suis entraîné à faire passer pour le patron, donc t'inquiète. Ouais, puis quand il y a un nouveau sujet technique ou autre, tu te poses toujours la question de savoir si c'est pas une nouvelle méthode de hacker. Exactement. Donc cette formation, elle marche super bien. C'est une méthode qu'on appelle métacognitive. C'est-à-dire que voilà, on te met dans la peau d'un hacker, et forcément, un hacker, il est plus protégé que les autres. Et ça, elle est disponible aujourd'hui au grand public ou c'est uniquement pour les entreprises un peu spécialisées Entreprises, plutôt grosses entreprises. défense ou problématiques En fait, j'ai peu de personnel qui peuvent intervenir. On a donc peu de très moyens. limité, Donc, on est très limité en ressources. Toutes mes nouvelles entreprises, je n'arrive pas à répondre à la demande. Ok. Tout ce que j'ai recréé après d'avoir quitté tout, mes associés, d'être reparti en solopreneur, puisque j'ai beaucoup appris. Ouais. Du coup, j'ai plus de demandes que je peux répondre à la demande. J'ai pas assez de personnes pour... Juste avant justement que tu nous parles de cette nouvelle vie de solopreneur et de LinkedIn, ça sera notre dernier thème. Juste avant ça, je suis très curieux que tu nous parles un peu de ta passion pour le poker, parce que je crois savoir que tu as joué au poker à un moment donné et que forcément tes compétences ont dû te servir. Donc très curieux que tu nous en dises un petit mot. Alors, le poker, tu étais bien renseigné. Franchement, balèze. Alors, en fait, quand j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Mes parents étaient endettés, donc il fallait que je travaille. Donc j'étais commerciaux, donc je vendais des ordinateurs, je vendais tout ça. J'ai fait de l'immobilier aussi, mais pas des maisons, je faisais de la location. Et il y a eu ensuite deux moyens de gagner de l'argent. Le premier, c'était World of Warcraft, où je vendais des personnages, je montais les personnages des gens, mais je déléguais à des Chinois. Et le deuxième, quand ça ne marchait plus, j'ai fait le poker sur plusieurs tables. Alors, moi, je suis bon joueur de poker, je pense, mais je ne joue pas au poker comme un vrai passionné de poker. Ma seule stratégie, c'était de faire de l'argent. Parce que dans tous les cas, ça me payait mon loyer et ça me payait mes sorties. Tu jouais en ligne, en ligne, physique 100% en ligne, parce que ça faisait plus d'argent. Ok. En cash game, en NL, souvent 50. Et en fait, moi, je jouais que avec un tracker, ce qui permettait de traquer les gens qui n'étaient pas bons. Et je jouais uniquement contre ce qu'on appelle les gros poissons, des gens qui jouent mal. Mais comment tu le détectais ça? Ton tracker, il fait quoi? En fait, il te détecte comment il joue, s'il joue comme une baleine ou pas. Donc j'ai des stats et ça les enregistre en historique. Okay. Et par exemple, je pouvais me mettre sur l'ensemble de toutes les tables et il enregistrait quand même toutes les données. Et donc il te dit, ce type-là, il a perdu en mettant énormément d'argent sur un coup qui était ridicule. ridicule. Il te dit qu'en fait, il joue bungle, c'est-à-dire qu'il joue un peu au hasard. Quoi. Okay. Il n'est pas règle, c'est régulier. Donc tu jouais jamais les cartes, mais tout le temps les joueurs. Je jouais tout le temps les joueurs. Pour te donner un exemple, un soir, je rentre à 2h du matin, je me mets sur les tables de poker. Je m'installe et là, tu as un gars, il joue toutes les mains. Waouh. Et je me fais, je sais pas, peut-être 800 000 euros dans la soirée. Incroyable. C'est énorme. Donc lui, je le mets en ami. Ok. Tu peux le mettre en ami sans lui. Ouais, donc dès qu'il a une partie, tu pouvais le rejoindre. Exactement. Donc là, je me dis, 1000 euros. Mais pour moi, 1000 euros, il faut savoir que c'est énorme. À l'époque, quand tu es étudiant et que tu viens d'un milieu modeste, c'est énorme. Je travaille, voilà, c'est ça. Alors, en plus, en une soirée, c'est dingue. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Ouais, bien sûr. Donc peut-être pour les gens, ça. Mais même 300 euros, pour moi, c'est beaucoup. Moi, je mangeais avec 2,50 € le midi. Parce que mes parents avaient beaucoup d'argent à l'époque. Il y a eu une faillite. On était à Saint-Germain-en-Laye, on était avec. Il y a eu une faillite.
et les dettes. Et donc les dettes a fait que ça change la vie. Donc j'ai connu les deux. Et je mangeais avec 2,50 € le midi à la fac. Donc parfois je prenais le métro pour manger à 2,50 € par exemple, parce que c'était moins cher, pour revenir après au centre-ville. Donc le poker pour moi c'était beaucoup d'argent. C'était énorme de vivre avec ça. Donc je gagne 800 000 € la soirée. Je dis lui, waouh, truc de ouf. Le lendemain, je me connecte pour aller le chercher, quoi. Là je le vois, il est connecté trop bien. Je mets sur sa table et là je vois 70 personnes en liste d'attente. Waouh. Peut-être 40, 50. Donc les gens faisaient la même chose que toi? Ouais, exactement. Oui, en fait, les gens faisaient. Tous les meilleurs qui gagnaient de l'argent faisaient comme moi. Ouais, Les gens qui gagnaient de l'argent faisaient que comme moi. Il n'y a personne qui gagnait beaucoup d'argent en jouant sérieusement. Peut-être les pros, on les appelait les impers, peut-être ils faisaient peut-être eux. Ouais, donc quand tu envoyais un sur une partie, limite tu l'ajoutais en ami pour être certain de ne pas tomber sur lui. Tous les gens qui voulaient faire de l'argent et pas jouer au poker, ils faisaient ça. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il était ciblé par tout le monde. Ok. C'était le poisson du. Incroyable. C'était probablement un gars de Emirates, peut-être probablement ça, qui eux, ils jouaient très gamble. Ok. Et donc voilà, c'est ce que je faisais jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui arrive, qui prenait 5% à chaque fois. Et là, c'était compliqué. Et après, au fur et à mesure, les poissons, ils ont quitté la plateforme. Et là, ça commençait à être plus dur. Et là, j'ai arrêté. Donc le poker, c'était vraiment comment faire de l'argent. Et tu aurais pu jouer de manière similaire si tu avais été en partie physique dans un casino ou autre, où tu n'avais pas forcément ce tracker et ce feedback-là? J'avais pas j'aurais pu avec la détection de mensonges, mais c'était compliqué. Tu as le stress. En fait, c'est facile au début. Le poker en table, je l'ai fait. J'ai fait les tournois. En fait, le problème du poker, ce que les gens ne voient pas, c'est que au début, c'est facile parce que tu es en forme. Mais c'est l'endurance. Ouais. Et plus les parties durent, plus tu es fatigué, plus tu commences à faire des erreurs. Et tu commets les erreurs. Et c'est la personne qui va essayer de faire le moins d'erreurs, le plus loin possible, qui va gagner. Et en plus, il faut des opportunités. Et ça, c'est génial. J'aurais aimé être pro de poker, mais il y a des études derrière, je rentre en thèse, je commence à avoir un vrai salaire. Ça, c'est pas tombé au bon moment. Et tu penses que ça joue sur quoi? Comme un sportif de haut niveau qui aurait cette capacité à rester concentré Totalement. très très longtemps? Parce que des tournois, en effet, c'est sur une semaine, des parties qui finissent tôt dans la matinée. Le mental. C'est que du mental. Le poker, c'est contrôle de ses émotions et être en capacité physique de pouvoir tenir ces focus-là. Ouais, c'est impressionnant. Mais même quand je jouais sur 16 tables entre nous. Oui, c'est énorme. Il faut avoir vraiment un full focus, quoi. Un full focus. Moi, j'avais aucune notification, j'avais rien, je me focalisais. C'était vraiment des sessions que je me faisais. Et je voyais quand je commençais à prendre des décisions qui tombaient à côté, j'arrêtais, je faisais la pause et je reprenais. Puis il faut gérer les bad runs, quoi, les trucs où t'as pas de chance. Et savoir s'arrêter à ce moment-là, donc jouer contre sa propre psychologie. Parfois, tu fais les bons choix, et puis les cartes, elles te donnent pas en faveur. Et t'enchaînes, c'est-à-dire que t'as les bons choix. À un moment donné, j'avais des super cartes tout le temps, et j'avais jamais le bord qui me donnait. Enfin, j'avais pas de chance, quoi. J'avais un gars qui arrivait, et puis même le poisson, parfois, il gagne parce qu'il a de la chance. Une fois sur 5, il gagne parce qu'il a de la chance. C'est que des probabilités. Bien sûr. Et parfois, il faut accepter de se dire que tu vas perdre beaucoup de fois, mais que sur le long terme, normalement, la probabilité, elle se tient. Ton coup, même si tu perds sur le moment, il est bon sur le long terme. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça que je réfléchis aussi de manière générale. Parce qu'il peut y avoir un bon coup, mais une mauvaise situation du fait que tu n'aies pas de chance. Tu ne peux pas te vouloir de ça, quoi. Exactement. Même si la version à la perte, je crois que je ne vais pas te dire de bêtises, mais elle est 2,7 fois plus importante que 2 fois plus supérieure. Ouais. C'est fou. Elle est 2 fois plus supérieure. Donc quand tu perds, c'est dur émotionnellement. Donc là, il faut couper les émotions, et ça va m'aider plus tard à gérer justement les émotions. Et donc tu l'as pris presque comme un muscle qui t'a permis de... C'est un muscle, ouais. Ça m'a aidé dans mes recherches, dans la gestion des autres. Émotions, je contrôle, j'essaie de prendre la bonne décision. Bon, justement, on y revient à la fin maintenant sur cette partie soloprenariat. Tu t'es lancé effectivement sur LinkedIn il y a maintenant un peu plus d'un an. Ouais, 1 an et demi, ouais. Je suis curieux que tu nous racontes un petit peu cette expérience. En fait, déjà, je récupère pas mal d'argent. Donc, je quitte tout, mais j'ai l'argent des NFT. J'ai l'argent quand même. De tes projets d'avant, etc. Des projets, quand même. J'ai quand même recueilli pas mal d'argent, même si je vais céder quand même beaucoup de choses, qui a beaucoup plus de valeur. Mais je suis bien. Je peux pas dire que. Donc, déjà, je revis. C'est-à-dire que le fait de tout quitter, de revivre, c'est incroyable. Enfin, de plus avoir le stress, de plus fumer, c'était la liberté. Mais le problème, c'est que je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que je sais plus quoi faire. J'ai de l'argent, oui, mais il y a même un matin, je me suis levé pour aller au bureau, puis j'ai plus le droit d'aller au bureau. Du coup, je fais le tour, je rentre chez moi,
et je sais pas quoi faire. Ouais. Je joue aux jeux vidéo, mais je m'ennuie. J'appelle mes amis pour manger le midi, ils travaillent. Du coup, et le plus dur, c'est les après-midi. Tu sais pas quoi faire les après-midi, en fait. T'es là, j'ai plus de rien, en fait. J'ai plus de salariés, j'ai plus rien. Donc là, il y a la phase un peu dépression. Et je me dis, bon, il faut faire quelque chose. Et si je publie sur LinkedIn, et je reprends mon compte, tout pourri, j'ai pas d'abonnés dessus, j'ai 400 personnes, des anciens étudiants, peut-être, je sais pas, j'ai rien. Et je commence à publier des carousels et pas mal de posts. Et comme tu le dis, effectivement, moi je le constate parce que je t'ai connu notamment à travers tes carousels, ils sont hyper qualitatifs. Alors, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait des carousels. Et aussi Kali. Donc, j'étais un des seuls, aujourd'hui, il y a un an et demi, à les lancer de cette façon-là. Et c'est monté très, très vite. Caroline Mignot m'a contacté, a fait un podcast. Je suis monté tous les mois, je prenais des abonnés. Et après, j'ai eu plein de demandes. Je veux ça, je veux ci. Et en fonction des demandes, j'ai créé des offres. Et là, je me suis dit, j'ai pas de clause de non-concurrence. Si je me relançais, et je me suis dit, je me relance dans l'entrepreneuriat. J'ai aucune clause de non-concurrence. Donc je me relance dans la fenêtre à côté. Une entreprise française. Donc tu vas avoir un concurrent, tu vas pas avoir la même entreprise qu'à l'époque. Oui, mais je fais encore mieux. Parce que j'ai la meilleure expérience. Ils sont ultra flexibles, ils sont ultra bons. Et du coup, je suis encore... Et tu leur fais part de tes résultats précédents, donc ils te donnent quoi, carte blanche là-dessus? Ils me connaissaient parce que ils connaissaient... Justement, ils te craignaient de l'époque. Ah ouais, en fait, ils ont vu que j'avais quitté sur LinkedIn. Et ils ont dit, tiens, on va tester. Et en fait, voilà. Donc, ils m'ont connu là-bas. Parce qu'ils avaient tous vu le fléau que j'ai foutu dans le bordel que j'ai foutu dans ce marché. Donc, je fais encore mieux. Pareil, je repars sur du résultat. Donc, c'est quoi? Tout pareil, site, plaquette commerciale je refais tout. Mais en mieux. Publicité. Tout en mieux. Tout en mieux. Les commerciaux, je les forme tous les lundis matins. Tout en mieux. Donc, finalement, je repars. Et là, on me donne des formations. Je crée des sociétés en fonction des demandes. Et tous les mois, je remontais mon chiffre d'affaires. Le septembre 2022, je faisais rien. Je faisais 5 000 euros. Ouais. Après 12 000. Et c'est monté. Et c'est comme ça que je suis reparti avec que LinkedIn, un site internet, formation, accompagnement. Tout ce qui est cybersécurité, paf, je l'ai développé à côté. J'ai développé un laboratoire d'analyse comportementale pour où j'ai 3 clients et je ne peux pas faire plus parce que j'ai pas de salariés. 3 clients avec un postdoc qui est financé par eux directement, pas par ma boîte. Donc, une sorte de laboratoire qui propose des formations pour les entreprises où j'emmène c'est pas moi qui interviens, ce sont des intervenants. Tu as parlé de la personnalité Big Five. J'ai quelqu'un qui intervient qui s'appelle Audrey Gélisti, qui s'appelle La Psy qui parle sur Internet. Elle est super et qui intervient, elle est géniale. Et j'ai des demandes d'accompagnement et j'ai une équipe de freelance, pas de salariés cette fois-ci, qui accompagnent mes clients. Ils sont super bien payés, mes anciens salariés notamment, que j'ai redébauchés. Justement, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette gestion, passage de management à solopreneur avec des équipes de freelance? Qu'est-ce que ça a changé dans ta gestion quotidienne? Parce que en fait, moi, dès que j'ai un salarié, je m'inquiète, t'as envie que tout se passe bien, tu mets des cadres. Ça t'enlève de la charge mentale en fait. C'est la charge mentale. Je préfère, et même les salariés, je leur ai demandé. Aujourd'hui, je leur ai dit, ils sont 7 aujourd'hui, freelance. La moitié, c'est des anciens salariés de ma boîte. Ils sont partis quand je suis parti. Je leur ai dit, est-ce que je peux vous salarier pour avoir vous avez votre sécurité? Mais vous repassez aux 35 heures avec les coûts. Tout le cadre légal classique. C'est normal parce que moi, je paye un peu plus forcément, mais c'est normal. Voilà, c'est le jeu. Donc, ils ont le choix et moi, ça me dérange pas. Aucun a voulu reprendre le statut salariat. Pourquoi? Parce que une des meilleures aujourd'hui qui m'accompagne sur les pubs Facebook, qui gagne 4 000, 5 000 euros par mois, que en freelance, elle travaille 12 heures par semaine maximum. Ouais, en fait, elle s'organise comme elle veut. Ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Moi, aujourd'hui, c'est le résultat. Je paye à la valeur. Et d'ailleurs, si demain elle ne performe plus, tu n'auras pas de mal à lui dire ou en tout cas que tu la challenges avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, je vais essayer de l'accompagner. Mais c'est vrai que tu as cette flexibilité-là qui est vraiment très forte. Mais aucun de mes anciens salariés veut repasser au salariat. Ils gagnent beaucoup plus. Ils sont heureux comme ça et ils ont le choix. Ils ne veulent pas parce qu'en fait, ils ont leurs horaires, ils n'ont aucune contrainte. J'ai quelqu'un qui fait des Google Ads. Lui, c'est tranquille. Tu fais un truc nickel, ils cumulent les clients. Ils sont heureux en fait parce qu'ils ont leur temps. Donc, le modèle, il me convient bien. Je préfère payer plus, gagner moins d'argent, mais au moins, c'est solide. Quelque chose de sain pour toi. C'est simple, efficace. En fait, la charge salariale, après, à certains niveaux, c'est trop. 4-5 salariés, c'est bien. Au-delà, c'est compliqué. Tu prends très, très cher sur ça.
Et c'est pour ça que là, c'est flexible en fait. Juillet-août, je fais pas de vente. Je rentre pas de CA. Tout est nickel. J'ai pas de pression. De choses à gérer, de savoir qui part, quand revient, Ah ouais. est-ce que tu dois garder les bureaux ouverts, etc. C'est ça. La solopreneur, pour moi, ça a été la révélation. D'ailleurs, il y a un peu de hype et de fame autour de ça parce que les gens ont souvent l'impression que les gens leur vendent du rêve et que tous les gens qui postent sur LinkedIn sont en fait un peu des fraudes. Quelle est un peu ton image de ça? Alors, moi, tous les solopreneurs avec qui je suis, alors déjà, les freelances qui sont des solopreneurs, ils sont tous heureux et contents. Donc, je pense que je connais pas trop ce truc sur LinkedIn, mais je pense pas que ça soit vrai. Le plus dur, c'est de trouver des clients et d'être compétent. Quand tu es compétent et après tu arrives à trouver des clients, tu es bien. Après, c'est vrai que les freelances avec qui je travaille, c'est moi qui trouve les clients. Donc ils sont bien. Ouais, bien Parce sûr. que les clients, j'en ai 20, 30 Ils travaillent par dans semaine. ton écosystème en fait, c'est ça. Ah oui. J'ai Léodie qui fait des super web design, qui fait ça super bien, qui travaille super bien, que aussi j'accompagne parce que du coup j'essaie d'améliorer leurs compétences également, et elle apprend vite et elle fait des trucs de malade. Quand j'avais des salariés, je me faisais engueuler parce que je leur apprenais quelque chose, parce que on m'avait foutu une directrice. Ça c'était incroyable. Une alternante, j'essaie de l'aider, je me fais engueuler par mes associés parce que je l'ai aidé à s'améliorer. Parce que la directrice, oui, j'ai envie de sa légitimité, de directrice, de trucs très structurés, quoi. Ouais, en fait, ça devenait limite politique dans ta propre boîte. Politique dans ma propre boîte, c'était devenu n'importe quoi. Et dommage, parce que sur cette alternante-là, j'ai pas pu l'aider. Du coup, là, la freelance, elle cartonne super bien. Donc, elle fait des super sites comme moi, j'aime voir les sites pour mes clients. Ouais. J'ai des gens qui font Facebook, qui se font des accompagnements, qui font de tout, quoi. Et ça marche super bien. Donc, non, ils gagnent bien. Quand tu trouves des clients, c'est nickel. Le plus dur, c'est de trouver des clients. Ça, tu le fais à travers LinkedIn. Est-ce que tu peux me parler un peu de la valeur que tu apportes? Moi, j'ai en tête, alors il y en a des dizaines et elles sont toutes de valeur parce qu'elles sont quasiment toutes backées scientifiquement ou sinon c'est tes propres retours d'expérience. Mais par exemple, Coca-Cola, où tu dis ils vendent du bonheur. Ah ouais, alors Coca-Cola, ça c'est une recherche qui va choquer tout le monde. On va avoir du mal à comprendre cette recherche au début. On va faire tester Coca-Cola sous imagerie cérébrale pour voir les zones qui s'activent. Alors, je vulgarise, parce que zone activée, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais c'est pour vulgariser. Donc, on a, quand on boit Coca-Cola et Pepsi, les gens disent je préfère Coca-Cola. Ok, on fait la même expérience en aveugle sous imagerie cérébrale. Tu ne vois pas la marque. Là, c'est une zone qui s'appelle le cortex orbitofrontal qui évalue l'aspect sensoriel. Et cette zone, selon les résultats, s'active beaucoup plus quand c'est Pepsi. En fait, quand c'est Pepsi, notre cerveau préfère Pepsi que Coca-Cola, à l'aveugle. Ouais. Et dès qu'on voit la marque, cette zone, elle ne s'active pas. C'est d'autres zones qui s'activent, dont l'hippocampe, qui est lié à la mémoire. Mm-hmm. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et là, on va préférer Coca-Cola. C'est-à-dire que la mémoire voit Coca-Cola, la mémoire s'active, et là, à ce moment-là, je préfère Coca-Cola. Donc, quand tu vois la marque, tu préfères Coca-Cola. Quand tu vois plus la marque, tu n'aimes pas Coca-Cola. C'est normal, c'est du sucre dans de l'eau gazeuse. Il n'y a rien de bon dans ce produit. Bien sûr. Mais le marketing est tellement fort, on le voit partout. Donc si tu le vois partout, c'est que c'est bon. C'est un effet de familiarité. Mais pas que. C'est que eux, ils agissent sur le bonheur. Donc, tu as enregistré Coca-Cola, bonheur, joie. Quand ton cerveau il boit Coca-Cola, il se dit « Hey, c'est forcément bon. C'est lié à la joie, au bonheur. C'est forcément bon. » Et tu trouves ça bon. Ce qui n'est pas le cas en aveugle. Ouais. Donc quand j'enlève l'effet marketing, Coca-Cola ne marche plus. Incroyable. Là, on voit l'effet que même les marques ne soupçonnaient pas, en fait. On ne savait pas que c'était aussi autant. Là, on comprend que c'est que des émotions et qu'on doit vendre des émotions. Donc même Coca-Cola ne savait pas ça. Enfin, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils avaient cet effet-là sur le produit. Alors, il y en a eu plein d'autres, mais moi, il y en a deux que je m'étais noté qui m'ont marqué sur notamment tout ce qui était autour de la négociation. Ouais. Et la fixation des prix. Est-ce que tu peux nous en dire C'est très large. Ouais. Sur la fixation des prix, faut que tu sois plus précis. Fixation des prix, en fait, j'avais vu des choses qui étaient un peu contre-intuitives. On a toujours l'impression que quand ça termine par 9,9 à la fin, et tu avais fait un truc là-dessus, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément éconnues et intuitives. Sur ce qu'on appelle le prix psychologique, alors déjà, quand tu demandes aux consommateurs s'ils préfèrent les prix à 9 ou à 10, donc 9,99 € ou 10 €, ils vont tous te dire « je préfère quand c'est arrondi ». Ok, très bien. Maintenant, on les met dans un magasin expérimental, on va observer leur comportement. Et là, ils choisissent des prix à 9. Alors qu'ils avaient dit... Surprise. Qui préfèrent. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'un prix à 9 est moins cher qu'un prix arrondi. Parce qu'on regarde le prix à gauche. Donc, entre 3 € et 2,99 €, toi, tu vois 2 €.
au lieu de Et 3 euros. 9,90, c'est pas plus arrondi que 9,99 du coup, dans la Faudra- psychologie? on peut faire 2,90 Ouais. ou 2,99, ça marchera pareil. Ok. Ouais, dans tous les cas, ce qui est important, c'est le prix à gauche. Donc si tu fais un prix à 129 euros, au lieu de 130, bah, ça ne change rien. Ok. Franchement, ça ne va pas être grand-chose de différence. Il faut vraiment que le prix à gauche soit différent. Donc 90 euros, oui. 99 euros, oui. 100 euros, Ouais. c'est pas bon. Tu vois? Donc 159, ça ne changera rien par rapport à 160. Tu ne verras pas de différence. Ouais. Donc c'est pas le neuf, c'est le prix à gauche Ok. qui va changer la perception. Mais ça, tu l'appliques pas pour des produits émotionnels ou dans le luxe. Tu vas mettre des prix ronds, faciles à traiter. Donc ça dépend du produit. Ouais, ok. Voilà. Aujourd'hui, tu publies hyper régulièrement. Alors, je crois que c'est ta publication d'hier où je voyais 600 likes, des dizaines ou centaines de commentaires. C'est quoi le reach que tu arrives à atteindre avec LinkedIn? Est-ce que tu peux me parler un peu de finalement Alors, tes offres et de ce que tu vends aujourd'hui? Sur LinkedIn, je publie 2 types de publications. Des publications grand public qui expliquent le marketing. Donc, qui font en effet entre 700, 600, 1000 likes, qui vont avoir 100 000 euros, 100 000 à 200 000 de Ce qui est portée. énorme. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Le dernier que tu parles, il est actuellement il atteint les 200 000 avec Ok. plus de 1200 likes. Mais je fais pas de vente dessus. C'est du généraliste. Après, je fais des posts plus spécifiques où ils vont faire entre 200 et 300 likes qui vont faire entre 35 et 45 000 impressions. Ok. Là, c'est ceux qui vendent le plus, Ok. qui vont être plus spécifiques sur une problématique où les gens vont me contacter. Ok. Et c'est ceux-là qui vont vendre. Donc le dernier que tu parles, bah, je sais que je ne ferai aucune vente sur celui-là. C'est pas le but. Mais finalement, c'est un critère d'autorité. Tu raffermis un peu la marque. pour, Quoi. voilà, c'est pour acquérir des nouveaux abonnés, newsletters. Et derrière, je vais envoyer du spécifique qui ne va pas parler à tout le monde. Quand je parle de vente, ça ne parle pas aux marketeurs. Et quand je parle de marketing, ça ne va pas parler aux commerciaux. Voilà, ça va segmenter. Là, j'aurai moins de likes. Mais c'est pas grave, en fait, parce que c'est là qui Toi, tu regardes la transformation derrière. C'est ça. Après, les gens, ils vont sur ma newsletter où ils s'abonnent ou ils vont sur mon site internet. Et sur mon site internet, c'est très simple. J'ai 3 offres. Ok. Si tu veux avoir l'argumentaire parfait qui a été testé en laboratoire, mais sur le terrain, bah, c'est Peak Selling, qui est la meilleure, Ok. pour moi, la meilleure méthode de vente, en tout cas aujourd'hui, parce que les commerciaux l'adorent, parce que tu ne vends pas, parce que ça respecte la psychologie. C'est pas de la manipulation, de l'influence comme on peut l'entendre. Et un peu du conseil, comme on le disait tout à C'est- l'heure. Quoi. Exactement ça. Tu as exécutive en neuromarketing, c'est tu veux appliquer tous les conseils dans ton domaine, bah, tu l'achètes, tu as tous les conseils qui est donné. Surtout pour les coachs consultants, elle est parfaite. Parce que je suis passé par là, donc je Ouais. donne tous les trucs, tous les templates, tu appliques. Et la troisième, c'est de faire mon métier, puisque j'en reçois beaucoup de demandes et que la plupart veulent des accompagnements. Il faut savoir que 80% des demandes, je ne réponds pas. Ok. Je ne peux pas répondre. On leur dit, je paye quelqu'un qui dit non tout le temps. Ok. Parce que les gens veulent des accompagnements, mais je ne peux pas faire les Donc, ce que tu accompagnements. faisais pour l'entreprise de Fenêtre, aujourd'hui, tu le fais plus ou quasiment plus. Seulement paiement résultat, Ok. et j'investis aujourd'hui dedans, mais je fais peu de ça. Ouais. J'arrête un peu, je fais très attention. Là, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de conférences. J'aime bien voir les gens sur LinkedIn, leur parler en vrai et leur donner le maximum de conseils à travers des e-learning et des supervisions. Sinon, j'envoie des gens qui sont formés par moi Ok. directement. Donc là, sur la dernière formation de expert en neuromarketing, c'est pour les salariés qui sont en marketing, qui veulent avoir les dernières connaissances, Ok. ou les gens qui veulent faire mon métier. Et là, bah, tu fais mon métier. Et là, bah, l'avantage, c'est que je t'envoie les clients puisque j'en reçois tout le temps. Donc, il y a une sorte de label Romain Bouvet. C'est ça qui est en train d'être créé. Ok. En fait, à la base, c'était juste pour répondre à la demande parce que c'est frustrant de recevoir autant de demandes. Pas accompagner tous les clients. Quoi. Et je dis non tout le temps. Ouais. Parce que je ne peux pas accompagner 20, 10 entreprises par semaine. C'est impossible. Bien sûr. Et c'est pas intéressant pour moi. Du coup, je forme les gens qui vont aller accompagner en freelance ces entreprises. Parce que voilà. Et donc, j'ai ces modèles-là. Alors, comment on les trouve, ces gens-là? C'est toi qui, en te contactant, tu les renvoies vers ces personnes? Alors, ces personnes qui veulent se faire former, LinkedIn, newsletter, je dis voilà, je vous forme au neuromarketing, formation, et il y a beaucoup de demandes. Et En fait, si une entreprise veut trouver une de ces personnes, elle va aller chercher des freelances dans le neuromarketing ouais, qui pourront dire j'ai qu'ils ont un été formés site par toi. actuellement, il est en train d'être reconstruit, où tu peux retrouver les experts en neuromarketing qui ont fait mes formations. Donc, soit tu me contactes et je te mets en relation avec la personne, soit tu passes par le site web qui s'appelle System 1, qui est un autre site web que le mien, qui est renouvelé.fr. Et là, tu as vraiment... là, c'est du neuromarketing pur, de la science pure. C'est moins vulgarisé. Sur LinkedIn, je suis grand public. J'évite de mettre le mot science parce que ça bloque les gens et qu'ils disent que c'est trop compliqué et que je perds des clients sur ça.
Donc, je suis vraiment très généraliste, même sur mon site web et ma newsletter, j'essaie d'être très abordable. Ok. Je ne mets pas vraiment beaucoup la science en avant parce que ça bloque. Ok. Par contre, les gens qui veulent de la science, système 1, là, par contre, c'est l'extrême scientifique. Là, Ouais, c'est la ouais. radicalité, avec pas une erreur, avec les bonnes critiques. Tu avec montres toutes que les tu viens de la recherche, quoi. Ouais, et pas que moi. Il y a des autres chercheurs Ok. qui interviennent. Là, on est sur la recherche. Donc Ok. là, souvent, si tu me dis quelque chose qui est faux, je vais pas te dire que c'est faux. Je dis, OK, c'est ta croyance. Pas de souci, je m'en fiche. Tu peux me dire, ouais, tu peux dire ce que tu veux sur LinkedIn, ouais, je fais ci, je fais ça. Je m'en tape. Je vais pas venir t'attaquer parce que ça donne une mauvaise image de la science, ça fait du mépris. Je suis cool. Ouais, chacun, voilà. Je vais Ok. pas, je vais faire un like, je dis, ouais, c'est cool, voilà. Je vais pas te vendre. Si on me dit ce que j'en pense, je vais dire la vérité. Bien sûr. Mais je ne vais pas t'attaquer. Voilà, je vais pas. Par contre, sur ce site-là, là, on est sur là, on est vraiment sur la science, c'est que là, on te démontre le cerveau reptilien avec tous les arguments. C'est pas moi qui écris les articles forcément, pas tous les articles, mais là, je laisse les scientifiques s'exprimer. Répondre à tout ça, quoi. Voilà, et comme ça, je parle aux gens qui veulent pur de la science, notamment les grands groupes. Et moi, mes clients aujourd'hui, c'est beaucoup de consultants, beaucoup de coachs, beaucoup de startups, et ils veulent pas ce côté science forcément. Ils viennent pas pour ça, ils viennent me voir pour mes résultats Bien sûr. et les conseils que je donne, mais le mot science, ça fait peur. Ouais. C'est pas quelque chose qui plaît vraiment. Et voilà. Voilà un peu comment j'ai segmenté un peu aujourd'hui le. Est-ce que tu communiques aujourd'hui un peu sur tes chiffres, ce que tu fais en tant que solopreneur ou pas tellement? Alors, je ne communique pas sur mes chiffres. Je le fais pas sur LinkedIn. Quand on me le demande, je les donne. Surtout que moi, ils sont vérifiables par rapport à. Voilà, je suis toujours dans le côté Carré. vérifiable. Sur les 2 ans, donc je parle pas, je parle sur les 2 ans que j'ai recommencé. Là, je viens d'atteindre plus d'1 million de chiffre d'affaires que sur LinkedIn. Ok. Je suis je pense, l'un des solopreneurs qui a le plus généré d'argent sur LinkedIn, juste avec LinkedIn, qu'en pur organique, sans publicité, et qu'avec de la demande entrante. Donc, je vais faire aucune prospection. Donc sur les 2 dernières années. Parce qu'en fait, c'est monté tout doucement. Donc je ne fais pas encore 1 million par an. C'est l'objectif. Je l'ai pas atteint. C'était l'objectif que je voulais faire, je ne l'ai pas atteint. Donc là, c'est sur les 2 dernières années, en 24 mois, je viens d'atteindre, là, je les ai atteints en juillet, plus d'1 million de chiffre d'affaires. Ok. Avec très peu de charges. Ouais. Vraiment très, très, très peu de charges. Oui, parce qu'une fois que tu as créé la partie formation et que tu as rémunéré les freelances qui travaillent avec toi, bah derrière, le reste, c'est que de la marge. C'est ça. C'est qu'il y a une partie où je paye des freelances, mais parfois, avec le côté EBITDA, en fait, je suis rentré dans ce truc-là. Quand les clients travaillent directement avec les freelances, ils passent directement entre eux et je prends une commission. Ok. Comme ça, je reçois la commission et j'ai pas à payer. En fait, c'est... Donc j'ai encore. Oui, c'est que ton chiffre d'affaires est quasiment ta marge à ce moment-là, quoi. Ouais, j'ai très peu de. Vraiment, j'essaie de. Vraiment, je sais pas, je me suis mis un focus sur le EBITDA, avoir le truc le plus haut. Et le problème, si tu rentres de l'argent, que tu l'avances, tu fais pas de marge dessus, en fait, ça. Ouais, ça fausse un peu tes chiffres. Ça fausse les chiffres. Et je me suis mis un peu ce côté un peu. Ça n'a aucun sens, rationnel, mais. Je veux faire de la marge. Ouais, je voulais que tout soit nickel. C'est un petit jeu. En fait, je prends ça comme un jeu vidéo. Ouais. Moi, je vois vraiment ça comme un jeu. Donc voilà, les chiffres aujourd'hui que je fais, ça va augmenter encore. C'est en augmentation et voilà. Alors, comme c'est un jeu vidéo, c'est quoi le prochain niveau et ça va être quoi le niveau dans 5 ans? Alors là, le but, c'est vraiment de faire 1 million cette fois-ci par an. Ok. Ce qui n'a pas été atteint. Aujourd'hui, je ne les atteins pas puisque je les ai faits sur 2 ans. Donc là, je suis bien parti pour les atteindre. Et ensuite, je cherche le prochain challenge. Je pense que j'ai envie de m'orienter vers un nouveau truc. Alors déjà, aider les consultants parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des formations qui leur conviennent aux consultants plus haut de gamme. Je veux dire, des ingénieurs, par exemple. Okay. Voilà. Ces consultants-là, en fait, ils ne se retrouvent pas avec les produits du marché. Ils viennent toujours me voir. Donc là, il faut que je crée un produit rien que pour eux. Okay. Améliorer ma boîte de cybersécurité, améliorer mon laboratoire, peut-être remonter une agence digitale, mais pure freelance. Okay. Mais là, le prochain, c'est vraiment plutôt investir dans les boîtes, mais m'occuper du marketing moi-même et trouver les bons projets. Et ensuite, vraiment, le step que je voudrais, c'est vraiment centrer que sur l'écologie, que sur des projets viables. Ce qui est déjà le cas. Il faut savoir que mon laboratoire et mes clients sont tous des personnes qui apportent de la valeur. Donc des projets un peu sociétaux, en tout cas avec des critères qui sont ESG compatibles. Aider l'humain dans le travail, comment gérer les conflits. Ça peut être soit humain ou pour la planète. Je n'ai pas de clients fast fashion qui sont refusés. Je n'ai pas de clients qui ont des panneaux solaires qui sont produits en Chine. Ils sont refusés. J'ai que des clients qui vendent des produits. Voilà, je valorise vraiment le local,
tout ce qui est bien pour l'humain ou la Ouais, donc planète. continuer un peu dans cette recherche de sens. C'est ça. Donc, les vêtements, par exemple, je suis extrêmement regardant où c'est fabriqué. Ok. Portugal, ok, parce que ça va. Chine, je prends pas. Hmm. Tout ce qui est dropshipping, je prends pas non plus. J'ai rien contre, attention. C'est juste que j'ai une ligne rouge sur ça. J'ai pas fait toujours les bons choix. Mais Dans c'est le justement choix pour ça des clients. qu'aujourd'hui, tu as envie d'en faire des différences. C'est ça. Là, je fais très attention à ça. Je fais très attention voilà, quel est l'impact que l'entreprise propose. Et je trouve que les entreprises, aujourd'hui, j'en reçois beaucoup, elles ont tous des projets à impact humain ou voilà, qui améliorent les clients, enfin l'expérience client et tout ça. Donc ça, c'est un point, voilà. Ok. Mais naturellement, je refuse très peu de monde parce qu'ils viennent vers moi Ouais. déjà avec cette idée-là et ça colle, ça fit de base en fait. Ouais. Les gens qui vendent pas cher viennent pas me voir. Mm, mm. Puisque moi, c'est des gens qui vendent plus cher et qui doivent valoriser la valeur. Donc forcément, s'ils sont plus chers, c'est souvent ils apportent une meilleure valeur et souvent c'est des valeurs qui écologiques ou humaines qu'ils apportent. Et aujourd'hui, beaucoup de tes leads sur LinkedIn, on parle un petit peu de vidéos juste avant. Aujourd'hui, on tourne une vidéo ensemble. Est-ce que tu te vois créer une chaîne YouTube ou avoir d'autres axes? Mais oui, pourquoi je t'ai pas parlé de ça? Le prochain LinkedIn, aujourd'hui, j'arrive à une phase finale de LinkedIn. Ça fait 2 ans. Je ne peux pas monter plus. Avoir plus d'abonnés, ça sert à rien sur LinkedIn. Ceux qui ont 100 000 abonnés, ils n'ont pas beaucoup de vues. Oui, donc tu as ça- ton plateau qui est déjà très haut. Ah, ça fait super peur. Vaut mieux avoir 20 000 abonnés que 50 000. Enfin, je vois les mecs qui ont 100 000. À part Thibault, lui, qui a bien gardé le cap, il y a beaucoup de gens qui ont dépassé les 100 000, 150 000, mais qui ont baissé en engagement. Parce qu'en fait, c'est pas des bons abonnés. Il faut vraiment avoir des bons abonnés. Moi, je rajoute personne sur LinkedIn. En 2024, j'ai rajouté que 2 personnes. Ouais. Je rajoute parce que je veux que les gens qui me suivent vont liker, vraiment me suivre. Donc, je rajoute personne. Mais ça fait 2 ans. Et il y a des... Tu as dit que je faisais pas mal d'engagement, mais ça me bloque sur partager de la recherche scientifique super intéressante, mais plus ciblée, Ok. que je ne partage pas parce que ça fera moins de likes. Et du coup, c'est l'information qui n'est Ouais, c'est pas un partagée. trade-off pour toi. C'est dommage. Ouais. Donc aujourd'hui, je me lance dans la vidéo. Je me lance Ok. sur Instagram, sur TikTok pour partager plus de science et sur LinkedIn aussi. Mais je vais un peu changer ma ligne éditoriale pour avoir des posts plus ciblés, qui font Ok. moins de likes. Mais la science, il faut la partager. Il y a des recherches incroyables. Donc voilà, je vais un peu changer ma ligne sur ça et me lancer sur Insta et TikTok et YouTube en vidéo. Voilà, je suis en train de filmer pas mal de vidéos et m'attaquer sur maintenant Instagram. Romain, tu parlais justement de la recherche que toi tu suis, tu continues à suivre avec ton background. Comment les gens peuvent se tenir informés? Alors, ils pourront regarder évidemment bientôt ton contenu vidéo, mais si demain, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ont envie de voir les dernières... LinkedIn et ma newsletter. Ok. C'est le meilleur moyen de suivre LinkedIn dans tous les cas et bientôt Instagram où je vais partager plus fréquemment aussi des news sur les stories et tout ça. Et je vais Donc, peut-être terminer là-dessus. Tu parlais de système 1, est-ce que c'est en référence avec système 1, système 2 ou c'est pas du tout... Si, totalement. Ok. En fait, moi, mon travail, on me dit, ouais, tu as fait plein de choses. Police, déradicalisation, marketing. Non, c'est la même méthode. Sur des domaines différents. Mais sur des domaines différents. Je travaille sur les croyances qui influencent notre perception. Croyance-prix, croyance-valeur, par exemple. Et c'est pareil ce que je faisais dans ma thèse. Et c'est système 1, système 2, c'est un modèle que j'applique à la vente, au marketing, à la déradicalisation, aux techniques d'influence et manipulation pour les décrypter, à la police. C'est la même chose. Ouais. En fait, j'ai pas changé ma théorie. J'ai juste appliqué à différents modèles. Romain, merci beaucoup. Avec plaisir. Je le rappelle, on va mettre tous les liens pour te retrouver directement sur la vidéo. Donc, tu auras un livre qui sortira aussi j'imagine, bientôt. Les futures vidéos et évidemment ton site internet, la newsletter et le lien LinkedIn pour que les gens puissent te retrouver. Mais merci beaucoup pour ton invitation. C'était un plaisir d'être là avec toi.